Bonsoir à tous, bienvenue sur Spectrum Télévision. Bon début de carême à la communauté chrétienne. Ce soir, dans la pause actu, on s'intéresse au judo féminin. Le week-end dernier en Allemagne, la judokate camerounaise Vanessa Mbala Atangana, 28 ans, a remporté la médaille de bronze. C'était lors du Grand Slam de Düsseldorf. En finale pour la 3e place dans la catégorie des plus de 78 kilos. Elle a battu la Française Anne Fatouma Mbero. Retour sur les temps forts de cette finale dans un court instant. La seconde partie de ce magazine est consacrée au débat et ce soir on s'intéresse à la nouvelle réglementation du statut et du transfert des joueurs adoptée récemment par la FIFA et dont la mise en application commence dès le 1er mars 2020. Pour décrypter tout cela et bien d'autres, nous sommes avec trois de nos invités. On commencera par l'agent de joueur Jérôme Bango. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Lydie, bonsoir à nos copanélistes Ernest et Sylvain. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui suivent tous les mercredis cette émission de sport. Sylvain Kwambi, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Juste à côté de vous, le coach Ernest Mabouka est avec nous. Coach, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Spectrum TV. D'accord, et on va donc parler judo juste après la transition. On démarre donc cette pause actu par le judo féminin et surtout par cette bonne nouvelle qui nous vient de cette discipline, je vous le disais il y a un instant, lors du tournoi Grand Chelem Senior de Judo 2020 qui s'est disputé du 21 au 23 février dernier à Düsseldorf en Allemagne. La Camerounaise la médaille de bronze, médaille obtenue grâce à sa victoire sur la Française Anne Fatouma Mbero lors de la finale pour la 3e place dans la catégorie des plus de 78 kilos. Nous vous proposons de revenir sur cette finale pour la 3e place remportée par la judokate camerounaise Vanessa Mbala Atangana. Regardez. Photo Matane Mbero. In blue for Cameroon, first time, it was the final. Vanessa Mbala Atangana. Okay.
Ladies and gentlemen, winner and bronze medalist for women over 78 kilograms, individually representing Cameroon, Vanessa Mbaba Atanga. Voilà, c'était quelques temps forts de cette finale pour la 3e place remportée par la judokate camerounaise Vanessa Mbala Atangana. Déjà, Sylvain, comment est-ce que vous avez accueilli justement cette nouvelle médaille de la judokate camerounaise? Votre site, vous en avez fait un article. Effectivement, ça ne peut qu'être une bonne nouvelle de savoir qu'un Camerounais ou une Camerounaise réalise des exploits sur le plan international. Ça ne peut que faire plaisir. Cela démontre simplement qu'il n'y a pas qu'au foot qu'on remporte des médailles ou des trophées. Il y a des sports individuels qui remportent souvent plus de lauriers que le football, même si malheureusement c'est le football qui est le sport roi. Donc voilà une judokate qui dans l'anonymat travaille progressivement. Je ne suis pas sûr qu'elle a tout l'accompagnement nécessaire de son pays d'origine. Et elle essaye tant bien que mal de valoriser les couleurs de notre équipe, de notre pays. Et elle réussit au Cameroun, elle réussit de permettre au Cameroun de participer aux Jeux Olympiques, là où le football est pratiquement en train d'échouer. Espérons que cela va se faire avec l'équipe féminine qui est l'une de nos dernières chances au niveau des sports collectifs, parce que vous savez que les dames au volleyball, au-delà de toute la belle saison, de toute la belle année qu'elles ont, elles ont faite, elles n'ont pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques, encore moins les hommes. Donc on ne peut qu'être content, et c'est pour ça que tout sportif sur le plan international qui réalise des exploits ne peut qu'attirer l'attention de notre média, et puis on essaie de traiter l'information pour faire savoir à tous les Camerounais que voilà des Camerounais qui souvent dans l'anonymat réussissent à se battre avec le peu de moyens de bord pour réaliser des exploits, encore que ce n'est pas le premier. Tout récemment à Rabat, déjà lors des Jeux africains, elle a remporté une médaille d'argent. En 2016, elle a remporté. Elle a quand même un palmarès. Voilà, elle a un palmarès assez étoffé. L'African Open à l'île Maurice, je crois en 2014. Elle a également remporté des médailles là-bas. Donc, c'est une athlète à suivre et à faire découvrir aux Camerounais, parce que, il faut le dire, elle sera l'une des représentantes. Et si elle commence comme ça, il n'est pas exclu que pour les Jeux Olympiques, qu'elle nous remporte également une médaille. Et il faut également saluer son confrère Moussima, qui était le porte-étendard, il faut le dire, Franck Moussima, qui était le porte-étendard de la team Cameroun lors des derniers Jeux Olympiques, qui a été également reconnu par l'Association internationale de judo comme étant un arbitre, un officiel. Donc ça ne peut que faire plaisir de le savoir. Alors Ernest Mapouka, vous avez quand même regardé ces images-là par rapport à cette finale. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, Vanessa Mbala? Pour moi, regardant d'abord les premières techniques qu'elle a apportées au niveau de l'attaque, parce qu'au judo, c'est mieux quand vous attaquez plus, vous gagnez plus de points. Donc c'est cette manière qui fait en sorte que on essaie de pouvoir regarder le judoka ou la judokate qui est en train de faire une compétition, et selon l'adversaire, qu'est-ce qu'elle a marqué comme point. C'est au niveau de l'état d'esprit. D'abord, sur le terrain, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a pris des points qui étaient très importants, et surtout au niveau des techniques, elle utilisait de bonnes techniques pour ne serait-ce que se défendre et pour attaquer. Donc je crois que quand vous regardez la dernière image, quand les deux judokate étaient au sol, elle avait déjà eu ce hockey en disant qu'elle a gagné le combat. Donc c'était très important de voir une Camerounaise. Moi je dis, c'est important, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de négliger toutes les disciplines.
qu'on essaie de plus apporter et mettre les moyens, parce que les infrastructures que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, il faudrait que plus d'athlètes puissent se former dès la base, pour qu'on ait des champions et des championnes dans le monde entier. Je crois que l'esprit camerounais... Il y a un problème de formation à la base au Cameroun. Oui, automatiquement, quand vous regardez aujourd'hui, sans toutefois parler, on parle de l'académie du judo que Maître Wakama a ouvert à Douala. Et voilà donc autant de choses il faudrait que les gens parlent aussi du judo. Je crois qu'il fait les deux, le judo et le karatéka dans l'académie. Il faudrait qu'on ait plus de choses, des académies comme ça, pour en faire des champions et des championnes. Donc je crois que ça c'est important. Et je dis félicitations à cette dame qui a honoré et gagné dignement sa place qu'elle a eue à la 3e place. Donc pour moi, je suis très content. Tes félicitations aussi s'imposent, Jérôme? Oui, mais c'est encourageant. Il faudra dire que si elle s'est déplacée depuis sensiblement 2012 du côté de la France, et elle a bossé dur et elle a tout de même pu accepter de garder notre vert rouge jaune cher en nous. Et elle aurait dû peut-être basculer pour la France. Donc si elle acceptait de rester avec l'équipe du Cameroun, je crois que c'est déjà un très grand bravo. Et il faudra dire qu'elle a amélioré, ou alors elle améliore de temps en temps son classement au niveau mondial. Si elle est 19e au niveau de ce sport, il faudra dire que c'est rêve, comme elle a dit tantôt dans une page, qu'elle souhaiterait être 10e avant la fin de l'année. Donc elle sait qu'elle doit travailler, elle sait qu'elle doit se mettre au niveau, et on sait dans sa catégorie de plus de 78 kilos, oui, elle sait que là-dedans elle devrait trouver le poids lourd, et elle arrache une médaille devant une Française. Donc il faut dire qu'elle a vraiment bossé dur pour pouvoir tenir haut le standard du drapeau national qui est fier d'elle. On le disait tantôt, c'est pas la première fois, c'est pas la première médaille que Vanessa Bala-Tangana remporte. On a par exemple cette 3e place décrochée lors de l'African Championship Senior en 2013, ou encore la première lors de l'African Open de Port-Louis en 2014, et même lors de l'African Championship Senior en 2016. Bref, selon les statistiques publiées par la Fédération internationale de judo, c'est 7 médailles en or, dont 4 titres remportés au championnat d'Afrique, 3 médailles d'argent et 11 médailles de bronze, pour ne citer que ces médailles, parce qu'il y en a d'autres. Palmarès impressionnant, même si on peut relever Sylvain Kwambi que si elle s'impose sur le plan continental, ce n'est pas toujours le cas au niveau mondial. 0 titre aux Jeux Olympiques, 0 médaille au championnat du monde, au Master etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Non, c'est un problème d'accompagnement. C'est-à-dire, vous savez, les sports individuels ont ceci de particulier que si vous n'avez pas un suivi assez particulier, si vous n'avez pas les moyens nécessaires pour davantage travailler, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que les grandes nations mettent toute une politique en place pour suivre ces sports qui nécessitent souvent plus de moyens que le foot. Vous savez, pour jouer au foot, il vous suffit simplement d'avoir 2-3 mètres carrés derrière, et vous pouvez déjà commencer à produire quelque chose. La plupart des grandes gloires que nous avons connues dans notre pays, même à l'époque de NS Mabouka, il n'y avait pas de centre de formation au Cameroun, donc les jeunes se retrouvaient dans des coins, souvent ils prenaient du plastique, et puis ils commençaient à faire des gestes qui, à répétition, devenaient des grands gestes techniques. Et lorsqu'ils étaient recrutés au hasard comme ça par certains présidents de clubs pour se retrouver en première division, ils explosaient. Donc le judo, il faut tout un carré adéquat, il faut la maîtrise de l'art qui prend déjà beaucoup de temps, et après il faut se lancer dans la compétition, et cela prend un certain temps, cela prend un certain nombre de moyens, parce que vous êtes pratiquement seul et vous devez vous suivre tout seul. Si vous n'avez pas de moyens d'accompagnement, vous êtes obligé de vous battre. Vous voyez, rayonne sur le plan africain, mais qu'est-ce qui peut justifier justement que sur le plan international ce ne soit pas ça? C'est certainement parce que quand elle arrive, il y a une certaine adversité. C'est un peu comme nos champions d'Afrique, même en football.
quand les moyens ne suivent pas, vous arrivez à la haute compétition. Ça s'appelle cash. Hein. Voilà, les Lions cadets ont remporté la CAN U17, mais lorsque vous arrivez à un niveau où les gens ont plus de moyens de préparation que vous, la différence se fait tout de suite. Mais ça n'empêche qu'elle fasse la fierté du Cameroun et de l'Afrique. Et on ne peut que lui souhaiter bon vent et espérer que les prestations qu'elle produit aujourd'hui permettront au Cameroun de réaliser que voilà une championne. À l'instar d'elle, il y a Hélène Ruize, qui également fait de bonnes choses, qui également en passe dans sa catégorie de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Elle était sur votre plateau, je le pense bien, lorsqu'elle a fait sa dernière tournée au Cameroun avant de repartir du côté de l'Hexagone pour justement disputer une place qualificative pour les JO. Elle vous a expliqué les difficultés qu'elle encourt dans sa préparation, mais n'empêche qu'elle continue à se battre avec les moyens de bord pour essayer de valoriser davantage le drapeau camerounais. Alors, Ernest Mabouka, problème de niveau, justement? Oui, je crois que quand vous écoutez ce que dit Sylvain, c'est très important. C'est que c'est ce côté-là que nous négligeons aussi en Afrique. C'est que l'accompagnement, comment je peux dire, la championne du monde peut discuter plus de 20 compétitions en une saison, avant de jouer peut-être dans une très grande compétition, avant d'aller les essais dans une grande compétition. Par contre, notre camarade, elle peut ne serait-ce que peut-être jouer 8 matchs ou 10 matchs, parce qu'elle n'a pas les moyens pour ne serait-ce que discuter toutes ces compétitions. C'est ça qui fait en sorte que, c'est ce que Sylvain est en train de vouloir expliquer. Dans les compétitions, les grandes compétitions, il faudrait une bonne préparation. La préparation ne se fait pas seulement entre des poids moyens avec les poids lourds, non. Il faut affronter des gens qui sont plus que vous, même en perdant, vous devenez, vous prenez quelque chose de positif. Donc je crois que c'est cet accompagnement-là qu'il faudrait qu'on essaie de mettre, parce qu'elle n'est pas seule. Je peux dire qu'il y a beaucoup de champions. Il y a un Camerounais qui est en train de faire mal au Maroc, je crois au Maroc ou en Tunisie, dans la boxe française. Mais les gens ne le connaissent pas. Moi, je connais la famille, mais tout le monde sait que c'est un grand champion. Il a déjà terrassé tout le monde là-bas en Tunisie, qui ne peut même plus faire des compétitions parce qu'à ce niveau, il n'est plus à ce niveau. Il faudrait qu'il aille plus haut. Donc, c'est autant de choses que les gens doivent connaître et mettre les moyens le plus tôt. C'est que c'est manque de confiance en Afrique. Ça veut dire que si vous venez avec votre produit, que vous dites que vous pouvez être peut-être, je prends mon cas, très simplement, que je vais être instructeur à la FIFA. Il faudrait les moyens d'accompagnement pour que je puisse avoir des qualités de stage, à faire plus de stages pour que je sois instructeur FIFA. Mais déjà, parce que je n'ai pas ce moyen, je ne peux pas donc arriver là. Je vais faire avec les moyens de bord. C'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Je crois qu'il faudrait que tout ce monde qui peut être involvé dans le football ou dans le sport en général puisse ne serait-ce qu'avoir confiance à ces grands champions qui veulent devenir les plus grands champions dans le monde entier. Donc c'est dans ce sens-là. Donc on va quand même signaler que depuis 2010, Vanessa Mbala participe aux compétitions internationales et pas de répit pour la judokate camerounaise qui, après cette médaille de bronze remportée le week-end dernier en Allemagne, elle est attendue dès le 6 mars prochain du côté du Maroc. Elle va participer là-bas au Grand Prix de Rabat avant de prendre part également au championnat d'Afrique senior de judo prévu à Casablanca dès le 16 avril. Calendrier donc chargé, et nous allons évidemment suivre les performances de Vanessa Mbala Tangana dans ces différentes compétitions et dans bien d'autres. On parle d'autre chose, on parle athlétisme avec la 25e édition de la course de l'espoir qui s'est déroulée le week-end dernier, notamment samedi du côté de Boya dans la région du sud-ouest comme d'habitude. Course marquée par les victoires de Godlove Gap Simbwin et Tata Karine respectivement chez les seniors messieurs et dames. Retour sur cette édition 2020 de la course de l'espoir avec John Paul Sama qui était notre envoyé spécial à Boya.
minutes for Godlove Gapsibin to cross the finish line here at the Moliko Omnisport Stadium after kickoff was given at exactly 7 a.m. by administrative authorities for the region, as well as the sports boss Narcisse Mwele Kombi, the athlete from the Northwest region, who was battled with the chariot of the gods and succeeded 5 times. Say the race was a challenging one, even though in the absence of his eternal rival, as we can say, Eric Bacha, who was absent from this edition of the race. I can say that I'm one of the first men to win this mountain for 5 times. So that is what I'm proud of it, or else I'm not proud of anything. The absence of Bacha Eric helped you to win. Last year you were third. Yes, last year I was third because you see the crisis in our region, it was too tough for us to train. So this time I know that things are still hard, but at least I struggle to work hard. Either I can still maintain what I used to do for the other years. So God has blessed me to win again. I can say that as compared as last year's record, I know that I have break the last year record, because last year the first person took 4 hours 46, but today I've taken 4 hours 33. So you see a great difference. So Eddie is my friend. I always enjoy when I'm running with him. He also afraid of me, I'm also afraid of him, because both of us are lions. So he may be afraid that I will win, I'm going to win him. He can also be afraid that I'm going to win him. So when 2 of us are on the track, we are just calculating. Anyway, he was closely followed by Simplice Ndunge, as well as Elvis Sanbila, who came third in the standings as far as the senior men's category is concerned. Happy, I thank God. The race was good, following the good track provided by the officials, the good officials also for the race, and the control for the race. The race was good. Actually, it was good. No, it means the performance. It means taking part in this category is the performance. Yes, if not so, it cannot be given that prize. The silver jubilee of the Mount Cameroon Race of Hope was jam-packed with pomp and fanfare, as the over 500 athletes were trimmed down 2 or 3 in each category. In the female category, Tata Karin once more emerged as the boss lady after 5 hours 25 minutes to back home the top prize in her category, leaving a second spot for Kitan Mildred and Wingo Kufanla in third. Our coach gave us a training towards the mountain. So he's somebody that have been running, and he knows the training, how you can train before you can compete towards the mountain. So he gave us a serious training, and I followed it. It's my first participation in the full race, but I've been participating in the relatives. The 2020 edition of the Mount Cameroon Race has gone down the annals of history, with the rendezvous taken for next year. Merci Jean-Paul Sama pour ce reportage. Pas de véritable surprise à l'arrivée de cette course. Jérôme Tata Karine qui s'impose chez les dames avec un chrono de plus de 5h20 minutes. C'est sa 3e victoire dans cette course qu'elle domine depuis pratiquement 2018. Chez les messieurs, Godlove Gapsibin qui affiche un chrono d'environ 4h35 et signe donc sa 5e victoire après 2012, 2013, 2015 et 2018. Et que ce soit chez les messieurs comme chez les dames, les podiums, on va le constater, sont occupés par des athlètes du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'est-ce qui peut expliquer selon vous cette suprématie de cette région dans cette course, Il faudrait déjà dire que particulièrement le Mont Cameroun étant basé dans la région du sud-ouest et le nord-ouest n'étant pas aussi très distant de ces régions-là, la plupart des athlètes viennent de temps en temps travailler, et lorsqu'on sait géographiquement la région du nord-ouest a aussi assez de montagnes, et ça fait que les gars bossent, les gars travaillent. Pour moi, tout simplement, c'est une très grande fierté
que de savoir que du côté de Nogres, malgré cette situation qu'on connaît tous, les gens se sont préparés pour venir dans cette compétition et ils ont tout simplement pris. Je sais pas, ils ont gagné en capacité. On prend l'exemple de Golof qui est revenu à la charge après avoir manqué l'édition de 2019. Et il faudra dire avec un peu de chance, lorsque le champion est allé à l'extérieur pour d'autres compétitions, donc il est revenu à la charge en 2020. Pour Tata Karine, il faudra tout simplement dire bravo parce qu'elle prend consécutivement 3 fois le succès. Donc pour nous c'est bien. Il faudra dire que du côté des francophones qui ont pris part, parce qu'il faudra dire un ensemble de 55 athlètes, qu'ils se hissent au char de Dieu à cette position-là, il faudra tout simplement dire bravo. Mais on sait que cette compétition n'a pas toujours, la plupart du temps, souri pour les athlètes de la zone francophone. Donc, on sait aussi que la zone francophone, n'est la région de l'Ouest. Il n'y a pas de région à forte montagne dans d'autres régions. Donc, il faudra tout simplement dire un bravo pour ces athlètes-là qui, de temps en temps, ont gardé la posture de champion. Alors, le fait que... Enfin, les facteurs soulevés par Jérôme, ça aussi, ça explique la domination de ces athlètes du nord-ouest et du sud-ouest sur cette course, coach. Je crois que le plus important, c'est de connaître sa maison. Quand vous connaissez le chez vous, c'est pas difficile, c'est pas facile pour vous, c'est pas difficile pour vous. Mais ce qui est difficile, c'est pour ceux qui viennent de l'extérieur. Quand vous regardez à chaque moment, avec tous ces grands champions que nous avons eus, voilà, ils sortent de ce coin-là, surtout c'est dans un championnat qui est connu comme le Mont Cameroun. Donc ils sont toujours, ces gars du sud-ouest, du nord-ouest qui sont toujours ici au top de cette compétition. Je crois que le plus important, c'est de garder la tête haute et surtout, on connaît ce qui se passe là-bas et arriver à ce niveau où ça leur fait une fierté, une joie. Et pour cette journée-là, je crois que tout le monde sort dehors pour ne serait-ce qu'essayer de voir le champion. Donc c'est ça qui est important. Et je dis bravo à ceux qui organisent ce tournoi, qui est toujours organisé chaque année. Et je crois que c'est le plus important. C'est le plus important. On a d'ailleurs vu les athlètes arriver avec l'âme de paix en main. Dernière question sur ce sujet avant de passer au débat, Sylvain. Il y a toujours cette problématique qui concerne la suite à donner à une course comme la course de l'espoir. C'est un problème qui revient à chaque fois. L'édition 2020 est donc entrée dans l'histoire. Et la suite, c'est quoi? C'est comme si vous avez lu d'avant-pensée en posant cette question, je vous avoue. Aujourd'hui, la course de l'espoir, honnêtement, on se pose la question, est-ce que c'est plus une course folklorique? Est-ce que c'est plus une course juste pour créer un événement? Et puis, quelle est la part du volet sportif qui se cache désormais derrière cette course? C'est la grosse question, parce qu'aujourd'hui, on vous parle peu de records. Tout ce qui intéresse, c'est qui arrive en premier chez les hommes, qui arrive en premier chez les dames. Quel est le suivi après quand ils ont gagné? Et il a fallu qu'une entreprise brassicole revienne avec une cagnotte de 10 millions pour que ça, pour les deux vainqueurs, 10 millions, pour que ça ait encore un véritable sens. Donc, je pense qu'il faudrait que la fédération réfléchisse à capitaliser. Parce que lorsque vous regardez, il n'y a pas véritablement de grands athlètes qui viennent d'ailleurs. Pourtant, ailleurs, il y a des seigneurs et des monts. Il y a des courses de ce type dans des parties du monde qui suscitent le déplacement de plusieurs grands athlètes. Et aujourd'hui, quand on regarde cette compétition, ça tourne autour des mêmes visages, les mêmes personnes. Quand vous partez, vous savez que vous allez peut-être voir une Tata Karine traverser la ligne d'arrivée ou un God Seguin traverser la ligne d'arrivée. On commence déjà à parler avec insistance du fils de Sarah et Tondé. Peut-être après, c'est lui qui va commencer à être le champion. En son temps, on parlait aussi d'elle. Voilà, en son temps, on parlait d'elle parce que c'est toujours elle qu'on regardait si elle va traverser la ligne d'arrivée. Donc, vous voyez, ça devient, dès qu'on est sorti de là, plus rien.
jusqu'à ce qu'on vous dise l'année prochaine qu'un certain jour de février, vous allez participer, vous allez ceci. Donc, on se pose beaucoup plus la question maintenant de savoir quelle est la part du volet sportif dans cette compétition pour les athlètes eux-mêmes. Est-ce que ce sont finalement des athlètes ou de simples coureurs de montagne à la recherche d'un gain de 10 millions? Donc, voilà autant de questions qu'on se pose aujourd'hui et ça remet en cause comment est-ce que je vais dire ça, l'objectif même de l'organisation de cette compétition, faire courir des athlètes avec l'arbre de paix. Honnêtement, vous voyez la politique, on est dans un contexte. Est-ce qu'un athlète en courant, il a besoin d'attraper un arbre? Ça le ralentit même. Vous savez que quand vous avez couru, pour ceux qui ne sont qu'arrivés au premier refuge, ne serait-ce qu'à pied, vous ne voulez même rien avoir sur vous parce que ça semble encombrant et ça semble même vous ralentir. Vous voyez même quand ils arrivent, ça à peine même souvent s'ils veulent rester dans un coin calme, se reposer. Donc, faire courir des athlètes avec l'arbre de la paix, ça cache beaucoup plus de la politique que du sport. Aussi, hein. Symbolique. On n'a pas besoin de ça. Il y a d'autres actions qu'on peut mener beaucoup plus symboliques que ça pour matérialiser la paix. On ne va pas se servir des prétextes comme ça, se cacher derrière. Et bon, quand ils ont fini de courir avec l'arbre de la paix, la finalité c'est quoi à la fin? Puisque tous sont partis, est-ce que véritablement la paix est revenue dans ces zones-là? Donc, honnêtement, c'est autant de choses qui amènent souvent à se poser des questions. Et vous allez voir que vous avez vu que de plus en plus, ça perd ce côté attractivité parce que c'est presque la même routine. Les gens ne comprennent plus finalement à quoi ça sert véritablement. Et c'est peut-être une fête juste qui permet à la fédération de justifier que, une fois de plus, on a une compétition. C'est vrai que de plus en plus, l'athlétisme a des meetings qui permettent de préparer les athlètes qu'on voit souvent courir aux Jeux africains et bien d'autres. Mais particulièrement pour cette compétition, je pense que la fédération doit repenser le concept et proposer autre chose que ce côté beaucoup plus festif. Vous l'avez vu, on ne s'est pas trop intéressé. Est-ce qu'un record a été battu? Ça ne semble plus intéresser. C'est beaucoup plus au côté festif qui est mis en avant. Et certes, le côté festif doit rester parce que c'est d'abord de l'événementiel. Mais il faut s'assurer que le volet sportif ait un sens qui permette à l'athlète de se projeter par rapport à une carrière et non se limiter à un simple fait de venir monter, courir sur une montagne, descendre, on lui donne 10 millions s'il a traversé en premier la ligne d'arrivée. Après 25, puisque là c'était la 25e édition, Jérôme, vous avez l'impression aussi qu'on est tombé dans la routine, comme disait Sylvain, qu'il serait peut-être temps d'avoir d'autres idées innovatrices pour davantage rendre cette compétition plus attractive. Déjà, au niveau du ministère qui est en charge de l'athlétisme, je vais tout simplement dire que des sports, je voudrais dire voilà, je voudrais dire des sports, oui. Je voudrais dire aussi c'est une autre façon de voir un tout petit peu d'associer le sport à la paix dans ces régions-là. On sait que dans ces régions-là, le problème de sécurité haute, c'est peut-être... Pendant qu'on y est, dans cette zone-là, les joueurs jouent au championnat chaque week-end, autant non mieux leur donner aussi l'arbre de paix. J'ai dit, pour certains gens qui restent encore sceptiques au niveau de l'insécurité au Cameroun, quitte d'aller prouver que, voilà, du côté du sud-est, où vous croyez que là, on ne marche pas, on ne fonctionne pas, voilà, on peut organiser la course, voilà, etc. Voilà, c'est vrai que au niveau des instances sportives du Cameroun, ils ne définissent pas réellement l'intérêt de la cause de Char de Dieu, comme on a l'habitude de l'appeler, de définir, de dire alors quel intérêt, quel impact après la compétition, au niveau des sportifs. Alors lorsqu'ils ont bien glané ces millions-là, qu'est-ce qu'ils font, leur suivi le lendemain, qu'est-ce que ça devient. Donc je dis que pour moi c'est une fierté que de savoir que ça se passe aussi du côté de Boyard, une fierté que de savoir qu'un jour de février, tout le monde est au moins concentré ce jour-là du côté de Boyard pour un aspect sportif, mais que de donner aussi un signal du côté des populations du monde qui se disent que le Cameroun pour le moment est en insécurité, qu'il y a ces zones-là où on ne peut pas fonctionner. Bon, quand on arrive toujours à organiser des compétitions de cette envergure de ce côté, il faudrait tout simplement dire aussi qu'il y a eu sensiblement 16 étrangers. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais bon, peut-être que la communication ne se vend pas aussi très bien, parce qu'il faut dire, Sylvain venait de le souligner, il y a plus fort
qui n'ont pas peut-être l'occasion d'assister, mais il ne serait pas bien que de savoir que le champion 2019 n'est pas présent parce qu'il est allé ailleurs pour d'autres compétitions presque de même envergure. Mais bon, seul lui a ses raisons et ceux qui l'accompagnent dans ce sens-là. Donc il faudrait dire que quelque chose de bien, oui, mais je crois que dans l'optique, c'était plus de vendre l'image de ces régions-là qui, beaucoup de gens disent, inséculables. D'accord. Alors, coach Mabouka, sur cette question, comment est-ce qu'on peut briser justement la routine qui s'est installée, on le sait, on va au Moliko Stadium, il y a le top de pas qui est donné, et puis on reste là, on tourne, on attend. Après peut-être 4 heures de temps, on a quand même les premières arrivées, etc. Et puis on remet le trophée, on remet les différents prix. Au revoir, on se revoit l'année prochaine. Comment est-ce qu'on peut briser, même pour la presse sportive, c'est devenu vraiment une routine et c'est un peu pénible dans le traitement de l'information parce que chaque année, c'est, disons, la même chose. Comment est-ce qu'on peut casser cette routine-là? Je crois que la première des choses que tout le monde qui participe et qui travaille dans le bureau des compétiteurs comme ceux des grandes compétitions la cause de l'espoir, doivent ne serait-ce que penser à réfléchir, à innover, comme dit Sylvain. Parce que innover, ça demande l'expertise des grandes personnes qui ont eu à travailler dans des projets de la telle envergure. Quand vous voyez, c'est les mêmes gens qui sont dans le bureau, ce n'est pas une expertise de l'extérieur qui est venue en leur disant que voilà, est-ce que nous pouvons ne serait-ce que faire ça et ça. L'expertise est systématiquement oui, externe. vous pouvez même en interne, il y a... Vous pouvez demander, comme la CAF a demandé à Fatima, Fatima, la secrétaire générale de la FIFA, de venir les aider pour concocter et faire quand même quelque chose de bien pour la Fédération africaine de football. C'est la même chose. Ça veut dire que faire venir quelqu'un, moi je vous donne un exemple très palpable. Dans des pays bien organisés, on appelle les champions. D'ailleurs, pour venir juste on va dire quelque chose concernant cette compétition, comment améliorer cette compétition. Il ne vient pas seulement pour participer, mais pour leur donner quand même des idées. Parce qu'en leur donnant ces idées, ils pourront ne serait-ce que changer, pas la monotonie, pas les mêmes choses à chaque moment. Ça veut dire que celle qui a gagné les 10 millions, il faudrait qu'elle puisse savoir que avec ces 10 millions, qu'est-ce qu'elle doit faire pour être plus champion que ça? C'est peut-être regarder plus loin. Donc c'est autant de choses. Ça veut dire qu'il faudrait beaucoup d'expertise, il faudrait des gens fiables pour ne serait-ce que innover. Donc on peut avoir ces expertises au Cameroun. Est-ce que les gens sont allés vers ces expertises? C'est ça le problème. Ça veut dire que le Camerounais est peut-être quelqu'un qui peut ne serait-ce que avoir quelque chose de plus que quelqu'un d'autre, mais on ne va pas vers lui. Ça veut dire que comme Sylvain est en train de parler, c'est un journaliste, il est de la presse. Il faudrait que les gens viennent vers lui et il a dit non. Moi, quand je viens là-bas, tout le temps dans les compétitions, je vois les mêmes charges, les mêmes choses. Je sais comment ça va commencer, je sais comment ça va finir. Donc, c'est autant de choses qu'il faudrait qu'on met un cabinet d'experts. Le seul changement qu'il y a eu entre-temps, c'est quand même l'amélioration de l'infrastructure sportive, le stade. Oui, ça c'est le gouvernement. Avant, c'était pas le cas. Non. Voilà, ça c'est le gouvernement qui a pensé. Et c'est ce que je venais de dire maintenant par rapport à ces infrastructures que le gouvernement a offert à la population camerounaise, à ceux qui pratiquent spécialement le sport. Donc c'est quelque chose d'innovation. Maintenant, sur le plan organisationnel, il faudrait qu'un cabinet d'experts vienne leur dire qu'il faudrait qu'on essaie de changer, il faudrait qu'on puisse s'améliorer ça et là. Donc c'est autant de choses. Ce qu'a dit Sylvain vraiment est très important. Il faudrait que les gens regardent ce côté-là. Merci bien pour ces propositions. On attend de voir la 26e édition en 2021. C'était l'essentiel de la pause actuelle ce soir. On passe au débat juste après cette transition. Et donc, ce soir, comme je vous l'annonçais en introduction, on s'intéresse à la nouvelle réglementation du statut et du transfert des joueurs.
Voilà, de retour en plateau. Je disais il y a un court instant, on s'intéresse dans cette seconde partie de ce magazine à la nouvelle réglementation du statut et du transfert des joueurs, les amendements apportés par le Conseil de la FIFA. C'était à l'occasion de la séance tenue le 24 octobre 2019 à Shanghai en Chine. Et il faut signaler que cette nouvelle réglementation entre en vigueur dès le 1er mars 2020. Et on s'est dit qu'il serait intéressant quand même de débattre autour des grandes lignes afin de faciliter la compréhension de tous et de chacun. Donc, on a un agent de joueur, un intermédiaire sur ce plateau. Ça tombe bien, Jean Bango, avec vous. On va tenter de comprendre ce que va apporter cette nouvelle réglementation. Il y a d'ailleurs ce courrier adressé par la FIFA aux associations membres de cette institution. Le courrier, c'était le 13 février dernier. On va peut-être parcourir avec la réalisation quelques éléments importants dans ce courrier, concernant par exemple le point sur l'application du mécanisme de solidarité aux transferts nationaux ayant une portée internationale, et deux, clarifications concernant l'indemnité de formation. Jérôme, ils disent dans la lettre, le mécanisme de solidarité a été étendu aux transferts nationaux ayant une dimension internationale. Si une indemnité est due, le transfert entre deux clubs affiliés à la même association d'un joueur sous contrat entraînera dorénavant le paiement d'une contribution de solidarité à chacun des clubs formateurs du joueur affiliés à d'autres associations. Quelle est l'analyse qu'on peut faire de cette nouvelle disposition? Il faudrait déjà dire que dans cet amendement, ça avait déjà été presque dit par le passé, sauf que l'application de cette loi n'était pas mise en vigueur. Parce que et on avait toujours souhaité, ou alors on se disait toujours dans la loi d'application de l'article 17 du règlement de la FIFA, je crois qu'il était dit à cet article que tout joueur transférable d'un club amateur pour un club professionnel, que l'ensemble des clubs formateurs devraient en bénéficier des rentes, des retombées de ce joueur. Mais on sait que ça devenait difficile parce qu'il y a certains clubs qui ne savent même pas que le joueur a été transféré quelque part. Et du coup, certains au conseil de la fédération restaient et s'asseyaient ou alors formalisaient certaines choses pour eux en bénéficier de ces frais de transfert. Donc la FIFA vient clarifier et relever un tout petit peu la donne, éveiller aussi les consciences des clubs formateurs. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des clubs formateurs restent amateurs et ne changent pas la plupart du temps leur posture. Ça fera que ils n'auront que ce dernier temps à avoir peut-être l'image de les joueurs et rester tranquilles. Au cas où les joueurs est transférable ou alors est transféré quelque part plus tard, ils pourront tout simplement réclamer les frais de formation. Donc à cet article, je dis ça profite à ceux-là qui sont entrés dans le football, qui sont restés dans l'état d'amateurisme, qui n'ont pas eu à faire des recherches, parce que la plupart des gens se disent « Ok, moi j'ai mon centre de formation, aussitôt que je forme, je peux le donner à l'UCB par exemple, ou alors dans un autre centre un peu plus huppé. Ils restent tranquilles, aussitôt qu'ils ont bénéficié de 2 ou de 3 ballons, quelques choisibles, ils se sont dit « Ok, ça va ». Mais ils ne savent pas que plus tard, le joueur qui, à la base, a débuté dans ce centre de formation doit être suivi jusqu'à ce qu'il obtienne une licence professionnelle ou alors qu'il soit transférable du côté de l'Europe. Donc, et à ce moment-là, ça fait que les dirigeants de ce centre pourront beaucoup en bénéficier. Moi, je prends l'exemple du cas de Stéphane Bia, qui quittait le centre de formation des Bonnets avec un transit du côté de Mandjo pour aller s'essayer du côté de l'Europe. Mais à chaque fois qu'il est parti d'un club à l'autre, le centre n'ayant plus existé, et Mané en bénéficiait des frais de transfert, la KSA, qui est son centre de formation, bénéficiait des frais de transfert, etc. etc. Donc je dis... Mais pas les formateurs à la base. À la base, on s'est dit qu'ils sortaient, la plupart du temps, les gens aiment prononcer le centre de formation à la base que la première équipe qui a octroyé aux joueurs sa première licence.
Donc, je peux être formateur, j'ai une licence de formateur, j'ai pris les jeunes, j'ai mis dans un tas. Mais si le coach NS est celui-là qui a attribué la première licence aux joueurs, c'est lui qui bénéficie des retombées des frais de formation, et non moi. Donc aujourd'hui, c'est important. Oui, c'est très important. C'est très important que lorsque vous avez décidé d'avoir en votre sein l'équipe jeune, de les donner aussi des licences et qui permettront plus tard d'avoir la traçabilité au niveau des instances internationales, je voudrais dire. Alors, Sylvain Kwame, peut-être avant la réaction du coach Mabouka, c'est une avancée importante. C'est l'essence même du football business. Parce que, malheureusement, ce que vous ne faites pas chez vous, les autres vont le penser pour vous. On a longtemps souhaité que la fédération restructure et réorganise justement cette essence-là du foot business. Que non, vous vous souvenez qu'un club de première division au Cameroun était capable d'aller arracher tous les joueurs dans tout un centre de formation sans que cela n'ait un franc, et quand ils arrivaient, beaucoup même vendre sur 3 les indemnités de formation. J'ajoute un peu du moulin à Sylvain. Je dis c'est un projet que j'ai au niveau du ministère. Donc ils arrachent tous les joueurs et puis s'arrogent même les indemnités de formation. Ils sont clubs de première division. Donc ce que vous ne pensez pas faire chez vous, les autres le pensent ailleurs. Et c'est bien que la FIFA fasse ces réformes parce que ça en était de trop. Et vous vous souvenez, le président Api était quand même allé dans une conférence internationale organisée toujours par la FIFA, je ne me souviens plus trop dans quel pays, où il a pris la parole pour se plaindre de la faiblesse des clubs africains face à leur transfert vers des clubs beaucoup plus huppés. Donc, s'il peut se plaindre avec raison de cette faiblesse qui existe entre les petits clubs, entre guillemets, africains et les clubs, que ce soit en Europe ou même dans d'autres zones d'Afrique où le football est un peu plus développé, s'il se plaint de cet abus que ces clubs ont souvent vis-à-vis de les petits clubs professionnels en Afrique, alors vous pouvez comprendre à quel niveau se situe le désastre. Donc maintenant, lorsqu'on revient, ils oublient aussi souvent, nos présidents, qu'ils le font, si on le leur fait sur le plan international, ils le font aussi à ces petits centres de formation. Parce que, comme il n'y a pas une véritable organisation, ils sont à la merci de tout. Ils se contentent, comme Jérôme disait, de 2-3 ballons. Et voilà comment on s'accapare de tout le travail qu'ils ont fait. Ça permet également à toutes les associations membres de la FIFA de restructurer. Parce que quand on dit c'est quoi un centre de formation, il ne suffit pas de voir quelqu'un se mettre là avec plusieurs enfants et on sort tout de suite le nom que c'est un centre de formation. Donc, il faudrait également qu'à ce niveau, la FECAFOOT se serve de cela pour restructurer même la base du football, parce que c'est de là que part l'essence même du football business. Et mieux vous bénéficiez de quelque chose, mieux ça vous encourage à récupérer les enfants au quartier, les préparer et les mettre à la disposition des clubs pour utilisation. Et c'est comme ça que le business tourne. Vous avez remarqué que même dans ce qu'on appelle football professionnel, vous avez déjà suivi un jour le transfert entre 2 clubs. Et du au Cameroun. Mais en France, vous suivez Lyon a transféré tel à Monaco, Monaco a transféré tel, et vous suivez tout le débat que ça produit autour des montants de transferts. Vous avez déjà suivi un seul jour. Et vous avez déjà suivi, vous êtes journaliste depuis plusieurs années, vous avez déjà suivi un transfert entre 2 clubs camerounais. Au contraire, ils s'arrangent à tout faire pour voler le joueur, voir s'il n'est pas libre. Tout récemment encore, il y a Eding et UMS qui sont en procès parce que l'autre avait promis de donner tel, c'était 2 millions, c'était 3 millions, c'était 10 millions, l'autre refuse de donner. Et on se plaint de ce que le foot business. Et tout ça, curieusement, face à un regard complice de la FECAFOOT. C'est-à-dire c'est quand même l'organe supérieur du football. Elle devrait même encourager qu'il y ait des transferts, parce que c'est dans ces mouvements-là que vous commencez à créer de la plus-value entre vous les clubs. Imaginez un joueur qui part par exemple de Coton Sport pour Union et qui signe peut-être 10 millions d'indemnités de transfert. Ça commence à créer une certaine plus-value. Oui, c'est vrai, on va dire les clubs n'ont pas de moyens. Mais sauf que quand les joueurs arrivent, on leur fait quand même signer ce qu'on appelle souvent des contrats. Et donc,
Si on ne parvient pas à s'organiser de cette manière, je ne demande pas qu'on fasse des transferts à hauteur de dizaines de millions dans un départ, mais commençons à créer un mouvement qui va donner le sentiment qu'on est dans un environnement professionnel et organisé. Si on commence à dire tel est parti peut-être de UMS pour, je ne sais pas, APGES, et que c'est 1 million, ça commence quelque part. C'est-à-dire, ça commence, on comprend quand même que vous avez une certaine volonté de vous organiser, et tous ces mouvements-là créent également une plus-value en interne. Mais tout ce qu'on veut, c'est généralement vendre en Europe. Et souvent, même quand on a vendu en Europe ou dans d'autres coins de l'Afrique ou dans d'autres coins perdus du monde, on ne voit pas trop par quoi ça sert. Et c'est pour ça que cette réforme-là, qui permet aujourd'hui que même un club de première division au Cameroun qui va prendre un joueur, par exemple, de la KSA ou des brasseries, qu'il paye les indemnités de formation aux brasseries, ça permettra que même sur le plan local, les brasseries ou la KSA ou tout autre centre de formation ne perdent pas. Parce que lorsque ces centres de formation-là ont fini de former, s'ils n'ont pas réussi à tout exporter, le reste souvent se fond dans la nature et d'une manière ou d'une autre, c'est un coût en moins pour eux, parce qu'ils ont passé 3, 4, 5 ans à former et c'est des coûts qu'ils investissent et ils ne sont pas rentrés dans leur fonds. Donc il faudrait que même sur le plan local, qu'ils puissent avoir un marché, et ça va davantage justement permettre à ces centres de formation d'avoir plus de revenus et davantage professionnaliser leur structure et comme quand peut-être on ira plus loin, vous voyez que c'est échelonné jusqu'à son 23e anniversaire, et c'est à ce moment que les frais d'indemnité de formation finissent. Mais au moins que durant toute cette période-là, que ce soit sur le plan local où ils ont formé, que ce soit sur le plan international où ils ont reversé leurs produits, qu'ils puissent avoir quelque chose, ça va vraiment permettre davantage. C'est un grand bien pour ces centres de formation, et c'est, comme je le dis, l'essence même et la base, le fondement du foot business, et je pense que la FECAFOOT devrait s'appuyer dessus pour davantage restructurer son environnement footballistique. Est-ce que vous avez l'impression, vous faites bien d'insister sur les centres de formation, est-ce que vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression que justement au niveau de ces centres, on comprend toujours l'importance de se structurer, on comprend toujours l'importance, par exemple, d'être déjà au courant de cette nouvelle réglementation et de mettre tout ce qui est en œuvre pour pouvoir justement être officiellement reconnu le moment venu, lorsqu'il faudra peut-être repartir les indemnités de formation d'un joueur. Dans les pays développés, si on vous voit regrouper des enfants, vous tapez sur un ballon, vous avez des comptes à rendre. Dans des pays développés, Ernest Mambouka a fait plusieurs pays à travers le monde où c'est un peu plus structuré. Vous ne pouvez pas réunir comme ça, même au quartier, des enfants n'importe comment pour leur apprendre quoi que ce soit. Il faut qu'on se rassure que vous avez le niveau requis, l'autorisation même pour regrouper ces enfants. Parce que c'est quand même des enfants, des personnes, et on ne doit pas mettre les enfants à la disposition du premier venu de n'importe qui. Donc, pour qu'on en arrive à dire centre de formation, il y a quand même un nombre d'éléments que vous devez pouvoir fournir selon la réglementation établie par le pays où vous êtes. Donc, ça veut dire que la FECAFOOT, qui doit penser son projet de football, doit penser comment est-ce qu'on doit même mettre en place un centre de formation. Et c'est ces règles-là qu'elle dicte. Et toute personne qui veut regrouper des enfants doit obligatoirement se conformer à cette norme-là, auquel cas vous êtes poursuivi si on vous retrouve en train de regrouper des enfants et leur apprendre le football. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en première division, qui est organisée par le CTT ou par, je ne sais pas, n'importe quelle autre instance, lorsqu'on se plaint de la qualité des joueurs et qu'on renvoie toujours à la formation à la base, mais en fait, à qui incombe la formation à la base? C'est à vous sur le plan organisationnel et aux praticiens sur le terrain de mettre en place l'organisation que vous avez mis, et c'est à partir de là. Et vous avez le droit de contrôler pour vous rassurer que les choses sont bien faites. Lorsqu'on arrive, par exemple, qu'est-ce qui pousse souvent le ministère, par exemple, de l'enseignement à fermer plusieurs établissements? C'est parce qu'on se rend compte que n'importe qui ne peut pas construire 2 cases dans son quartier et dire qu'il forme des enfants. Il faut quand même que vous respectez un certain minimum, que vous suivez un programme établi, mis en place par le ministère de l'éducation, de l'enseignement, et c'est à partir de cette organisation-là que vous formez des Camerounais. Parce qu'on sait
où est-ce que cette formation va mener selon les objectifs du pays. C'est la même chose pour le football et au niveau de la fédération. Donc la fédération n'a qu'à simplement organiser. Et si vous voulez regrouper des enfants sous la coupole d'un centre de formation, il y a des règles qui sont certainement établies à la fédération d'être rigoureuse et contrôler tout ce qui concerne le football. Et à partir de là, ce sera un début de réforme pour justement, j'ose croire, qu'avec la politique aujourd'hui de football jeune qui semble se jouer sur le terrain, on espère, c'est encore un peu embryonnaire, ça dandine encore un peu, on espère qu'une véritable volonté sera impulsée pour organiser tout cela. Pour l'instant, on remet encore ça entre guillemets, mais on ose au moins croire que si ces premiers jets qui sont faits sont mieux suivi, mieux structuré, ça pourra peut-être être une partie de début de solution pour restructurer le football dans son ensemble. Alors Ernest Mabouka, la lecture que vous faites de ce premier point sur les mécanismes de solidarité aux transferts nationaux ayant donc une portée internationale. Moi, je crois que je l'ai dit, mais pas de la façon, de la manière dont je vais le dire aujourd'hui. Parce que toutefois que j'avais intervenu sur les chaînes de télévision, spécialement STV, j'avais parlé plus de professionnels. Ça veut dire qu'essayer de penser être professionnel chez nous, ce n'est pas le cas. Je vais vous dire quelque chose. Ça veut dire que d'autres ne sont pas bien formés. Vous savez, être président des clubs, ce n'est pas avoir les moyens. C'est de connaître ce que vous êtes en train de vouloir faire. D'amener, ça veut dire que vous avez quelque chose à amener à cette équipe. Ça veut dire que vous avez un programme, vous avez, comment dirais-je, un objectif. Un objectif à atteindre. Quand vous êtes un président de club, l'objectif à atteindre, c'est quoi? Ça veut dire que taper sur un ballon, c'est bon. Taper sur un ballon pour être professionnel, c'est plus bon. Taper sur un ballon pour se faire transférer, c'est plus bon. Ça veut dire que au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez ce qu'on n'a pas pu, ne serait-ce qu'apprendre 100 ans passés, est en train de nous rattraper aujourd'hui. C'est ce qui arrive dans le football camerounais. Beaucoup de présidents de clubs se disent que je vais être président de club pour vendre les joueurs, pour transférer les joueurs à mon compte, pas au compte de l'équipe. Parce que si c'est dans le compte de l'équipe, c'est que, je vais vous donner les cas des clubs aujourd'hui, c'est que la Dynamo de Douala est l'une des plus grandes équipes à avoir toutes les infrastructures sportives. C'est que Union de Douala, c'est que Canon de Yaoundé, tout ça, là, ils ont des infrastructures sportives. On aimerait avoir ce système de TMS marcher comment? Parce qu'il faudrait d'abord que les clubs puissent ne serait-ce qu'avoir l'essentiel du matériel. Ça veut dire que chaque club doit avoir son siège, chaque club doit avoir des gens qui travaillent dans les bureaux, qui connaissent comment marchera ce système de TMS. Je crois que les gens sont déjà formés par rapport à ça, mais ils ne comprennent pas vraiment, parce que ce que la FIFA vient de sortir là maintenant, c'est une bombe. À retardement, ça veut dire, des gens qui étaient cachés hier seront dévoilés aujourd'hui. Quand vous êtes président du club et que vous transférez un joueur, comme disait Sylvain, n'est-ce pas qu'on aura toutes les informations que le joueur a été transféré par rapport à tel montant, à tel montant? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Au Cameroun, mais quand vous prenez l'exemple, je prends l'exemple d'un président de club qui est devenu riche, un ancien joueur. Aujourd'hui, quand on voit les anciens joueurs camerounais, moi je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais je dis qu'ils essaient de penser comme Jomo Cosmos. Il est devenu riche à cause de tous ces joueurs qu'il a vendus. Je vais vous prendre le cas de Benjamin Warawari. Quand il quitte de la France pour Manchester City, Jomo a pu gagner de l'argent à chaque transfert de Benjamin Warawari. Et comment il avait pensé? À chaque club, le premier jour qu'il a joué sur Jomo Cosmos, dans un championnat en deuxième division en Afrique du Sud, il avait pensé que je vais transférer ce joueur, mais ce joueur, à chaque moment que le club qui partira, à chaque club qui partira, j'aurai l'argent de transfert. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à la fin de la carrière de Benjamin Warawari. Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas ne serait-ce que penser de la sorte? Pourquoi nos dirigeants? Parce qu'ils n'ont pas les experts. Ils n'ont pas des gens qui ont pu ne serait-ce que travailler dans des organisations comme ça. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai fait gagner 70 millions à un président de club en Afrique du Sud.
comment ça s'est passé. 70 millions de De dollars. francs, ça veut dire que quand tu prends le CFA, selon ce que le joueur a coûté, le joueur avait coûté 700 millions. Le joueur qui marque pour le deuxième but de l'Afrique du Sud, Cameroun, Afrique du Sud, à Limbe, Limbe Oubea, Tokolo Ranji. Je vous donne le nom aujourd'hui parce que c'est moi qui fais recruter ce joueur dans l'académie. Quand le gars arrive dans l'académie Star of Africa, ce joueur vient jouer pour faire les tests. Le coach me dit que ce joueur ne peut pas. J'ai dit au coach, ce garçon avec sa vitesse, essayons de travailler spécifiquement avec lui. Il a quelque chose. 3 mois après, ce même président qui était mon patron était un entraîneur de football d'une équipe de première division. Il avait coaché. Il dit, gars, je suis fatigué avec les arbitres. Je vais voir l'équipe. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je vais trouver un vendeur qui va acheter l'équipe. Un monsieur qui pourra acheter votre équipe. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend l'équipe en lui donnant les cartes de ces 3 joueurs qui ont été les meilleurs joueurs aujourd'hui en Afrique du Sud. Il lui a donné les 3 cartes. Ça veut dire que Tokolo Ranger, sa carte était là. Il avait joué 3 matchs avant de revenir dans l'académie parce qu'il avait l'équipe de 3e division plus l'académie. Star of Africa et plus Alexandra United. Alors quand il joue les 3 matchs, je suis toujours entraîneur dans cette équipe. Le gars est parti d'abord à Helsingborg en Suède. Après il est parti, j'ai entendu, il est parti en Angleterre et tout ça là. Je viens de dire au président, est-ce que vous avez encore la carte de ce monsieur dans votre bureau? Il est parti regarder. Je dis que moi je sais là où c'est dans votre bureau. Il a regardé, il est parti formuler une lettre à la Fédération sud-africaine de football demandant l'indemnisation. Il a eu son indemnisation qui était à 70 millions. Ça veut dire que les 700 millions, il devait recevoir les 10%. Il a eu ces 70 millions étant déjà désespéré. Et ces 70 millions ont pu faire que l'équipe de la 3e division a vécu cette saison. Ils ont raté même de faire la montée en 2e division. Donc c'est pour vous dire que quand vous êtes entouré de gens qui savent comment les transferts se font, quelle information, comment faire pour ne serait que se transférer un joueur. Je crois qu'aujourd'hui c'est une machine. C'est pas seulement dire, comme m'a dit Sylvain ici, il ne faudrait pas que vous ayez l'académie en vous disant que vous avez acheté des ballons sans toutefois avoir toute une machine. Ça veut dire que ceux qui connaissent, ceux qui peuvent travailler avec vous dans votre équipe. Parce qu'il ne faudrait pas que je prends un ami, c'est comme ça que les présidents de club fonctionnent. Je prends un ami du quartier qui est dans le quartier, qui ne fait rien, il revient dans l'équipe comme un membre, un ceci, cela. Et c'est comme ça que la majorité des clubs en première division au Cameroun marche. Et je vous dis, c'est ce que nous avons comme problème ici au Cameroun, parce que nous n'avons pas des gens qui ont été formés, nous n'avons pas des gens qui sont capables de connaître ce système de TMS, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous oublions. La FIFA aujourd'hui vient de montrer ça au vu sur tout le monde. La Fédération camerounaise de football a ça. Est-ce que les joueurs n'ont pas été transférés au Cameroun? Quand vous regardez, c'est des millions et des millions de joueurs qui ont été transférés. Je vais juste ajouter quelque chose. Donc, c'est autant de choses que dans les clubs jeunes, dans le championnat jeune, aujourd'hui, qui est dirigé par les 2 grandes personnes, j'avais dit M. Gilbert et puis Kaham Michel, il faudrait qu'on essaie de former une réglementation avant de jouer dans le championnat jeune. Qu'est-ce que vous devez avoir comme moyen? Ça veut dire que ça ne limite pas seulement d'avoir un président. Il faudra avoir un bureau, il faudra avoir un siège, il faudra avoir toute une machine de pouvoir, ne serait-ce que affronter ces règlements, ces transferts. Il faudrait que vous vous occupez normalement, avoir un site internet, avoir des informations que vous devez fournir de temps en temps, parce que aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas, il y a des clubs qui ont déjà leur propre journal. Il y a des clubs jeunes qui ont leur propre journal. Il y a des clubs en première division aussi au Cameroun. Quand vous leur dites de faire ça, peut-être prendre quelqu'un comme Sylvain, qui doit être au niveau de pouvoir, ne serait-ce que médiatique, de donner toutes les informations, on trouve ça que il coûte cher. Mais c'est ça qui fera en sorte que... La communication est pratiquement absente. Oui. Et c'est ça qui fera en sorte que il y aura du gagnant-gagnant. Mais dans tous les cas, elle doit toujours être absente parce que la plupart des présidents des clubs souhaiteraient plus vendre des joueurs pour leur propre poche et non pas pour l'intérêt des équipes, de l'équipe à laquelle ils dirigent. C'est-à-dire qu'on prend des cas par part. On sait que je suis par exemple président de Panthère du Baranté au
quand je vais plus transférer les joueurs à l'international, l'argent revient dans mes poches et non pour... On voit des équipes qui ont pu transférer des joueurs, mais qui ont à peine 10 ballons aux entraînements. Ouais. Mais alors, on se pose bien la question, qu'ont-ils fait? Comment ont-ils pu gérer l'argent? C'est-à-dire que le président, lui, et s'offusque, se bat pour mettre un peu des millions, 2, 3, 4 millions au profit de l'équipe, espérant que les 2 ou 3 meilleurs éléments qu'il possède pourront être transférés du côté de l'international, et ces frais de transfert reviennent directement pour son propre compte et non pour... C'est ça qui tue totalement le football camerounais, parce que aussitôt que le président a pu récupérer quelques millions qu'il a pu placer pour le club et qu'il a trouvé son intérêt, il laisse tomber. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'une équipe comme Unisport, que certaines équipes comme Dragon n'arrivent plus à supporter certaines charges des joueurs, mais qui auparavant sont venus, comme disait Ernest tout à l'heure, avec des projets. Moi, je crois que j'ai expliqué ça, par exemple, à 2 ou 3 clubs dans la ville de Douala. Je dis, il faudra être soucieux qu'à la fin de la saison, lorsque vous faisiez votre bilan, vous faites votre bilan, je voudrais dire, vous posez la question, est-ce que j'ai donné les joueurs en sélection nationale? Est-ce que j'ai pu avoir le meilleur buteur de la région? Est-ce que j'ai pu... Ben, c'est ça qui vous motive plus tard à devenir une grande équipe. Mais si vous êtes là et que vous dites, à tout prix, moi, je ne veux pas descendre, je joue le milieu le maintien. Alors, lorsqu'on a quelques 30, 40 000 francs qu'on peut donner aux joueurs, qu'ils se battent, qu'ils reviennent à la charge depuis 2 mois, on n'a pas eu de salaire, etc. Et que le même président va vous dire, à la fin de la saison, on a pu transférer 3, 4 joueurs, 5 joueurs, et qu'il n'y a pas d'argent pour subvenir aux besoins des joueurs qui sont restés, ça cause problème. On prend l'exemple des gens du côté du Congo, le tout-puissant Mazembe. Pourquoi le tout-puissant Mazembe devient une puissance? Il faudra que les autres essaient de calquer à côté et faire grandir. Pourquoi un Camerounais se plaît d'aller jouer à El Ali en Égypte, ou alors encore Étoile Sahel du côté de la Tunisie? Il faudra que ces mêmes présidents de club regardent un tout petit peu le bon exemple de ce côté-là et qu'ils reproduisent ça au Cameroun. Mais si eux, qui sont présidents, ou alors certains entrent dans le jargon sportif pour faire asseoir leur mentalité politique ou alors autre chose, en ce moment, ça fausse tout le débat. On sait que les présidents des clubs arrivent dans les clubs, pas avec un projet. Tu venais de le dire, est-ce que dans les clubs, il y a des communications? Moi, j'ai expliqué ça, par exemple, au Risque de Douala, par exemple, au Léopard de Douala et autres clubs, tout en leur disant, ben voilà, si vous aspirez à être professionnel plus tard, il faudra marcher ou alors penser, marcher c'est comme ça, pour que vous ayez vous-même vos propres fonds, vous pouvez subvenir aux besoins des joueurs et que plus tard, vous aspirez à transférer les joueurs. Dans le cas contraire, lorsque quelqu'un arrive dans une équipe et qui n'a pas de projet, ben il est financièrement prêt. Ben il va perdre de l'argent. On reste dans le débat. Je voulais juste ajouter quelque chose. Ça veut dire que avoir ces joueurs de qualité, c'est avoir le matériel nécessaire pour produire les joueurs de qualité. Il faudrait que les dirigeants aussi comprennent que pour que j'ai de l'argent, il faudrait que j'ai le matériel nécessaire comme des grandes équipes. On ne demande pas d'être comme Manchester United, mais on demande d'avoir quand même le minimum nécessaire. Je vais vous donner un exemple. Quand Union de Douala recrute un monsieur comme... avant qu'il ne vienne dans Union de Douala, il était dans Fethieu. Avant Fethieu, il était dans Dragon de Yaoundé, comme M. Richard Toa. Il dit bien que je viens pour un projet. Lui, le coach, sait qu'il vient pour un projet. Ça veut dire qu'il a déjà l'idée du projet. On reste dans le débat. Oui, je parle. Dans ce débat, c'est par rapport à ça. Quand l'idée vient du projet, ça veut dire qu'il vient en se disant que on peut bien préparer ce joueur pour que ce joueur soit transférable. Vous comprenez un peu? Et quand ce joueur est bien préparé, il faudrait qu'il soit bien préparé avec le matériel, avec le suivi, avec les moyens. Parce qu'un joueur qui n'est pas bien préparé n'est pas vendable, ne peut pas être vendable à l'extérieur. Il a pris le cas de Tipi Mazembe. Tipi Mazembe, c'est un groupe. Ça veut dire que si vous faites votre société, que ça soit comme si vous avez des gars, des techniciens, vous avez au niveau ceux qui travaillent dans les offices, savent ce qu'ils doivent faire. Et le manager qui est là, qui est le manager du club, sait déjà ce qu'il doit faire pour ne serait-ce que afficher l'image. Et vous avez des gens de communication qui peuvent ne serait-ce... Je vais vous donner un cas très simple. Je cause avec un président de club qui me dit que moi je veux vendre les joueurs. On est en train de causer à WhatsApp. Je dis comment? Il dit non, je vais les vendre. Je dis que bon, vous avez
À chaque match que vous jouez maintenant, la chance que vous avez, c'est vous jouer dans le terrain gazonné. Ouais. Est-ce que vous avez quelqu'un pour filmer vos matchs? Non, j'ai pas ce moyen. Mais vous voulez vendre des joueurs. Ouais. Donc c'est autant de choses. Il faudrait donc qu'on forme ces présidents de clubs à se faire s'autofinancer. Comment s'autofinancer? Il faudrait que vous amenez des experts qui peuvent ne serait-ce que vous donner des idées, et il faut mettre les moyens. C'est ça, il faut les moyens. C'est pas des histoires de... Alors, avant de parler d'un autre paragraphe, Sylvain, de manière globale, qu'est-ce que vous avez observé comme problème au niveau des centres de formation? Là, le premier problème, c'est la structuration. C'est-à-dire, moi-même, Sylvain Kwambi, demain, je suis capable d'aller peut-être au stade SICAP. J'appelle 2-3 enfants. Et je commence à leur montrer comment on tape dans un ballon, même si je n'ai peut-être pas les connaissances requises. Que personne ne va m'interpeller pour me dire qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous apprenez à ces enfants. Et vous allez me voir crier sur les enfants. Demain, on va dire tournoi de tel côté. Je vais transporter les enfants dans des conditions compliquées pour les transporter à ces tournois-là. Je vais revenir et continuer à faire ce que j'ai à faire. Le résultat des courses, les enfants ne sont même enregistrés nulle part. Si quelque chose arrive à ces enfants, on ne sait même pas qui est véritablement responsable de ces enfants. Par coup de chance ou de génie, Dieu faisant, un enfant sort de là avec une très belle qualité technique. Pendant un championnat interquartier, il a participé, un président de club le repère, ou un autre centre de formation le repère, peut-être qui est un peu plus organisé. Et c'est comme ça qu'on le récupère. Et peut-être c'est à partir de là on lui produit sa première licence, oubliant qu'en fait, il sort de quelque part. Mais comme il n'y avait pas une structuration, alors vous comprenez pourquoi la première indemnité de formation ne va venir que... Il y a des joueurs dont leur première licence, c'est lorsqu'ils sont en première division. Durant toute leur formation, c'est lorsqu'ils sont en première division qu'ils finissent par avoir leur première licence. Or, il y a des licences pour des centres de formation. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple de la notion d'âge, de la tricherie sur l'âge, ça commence par la formation. Or, beaucoup, comme ils n'ont aucune licence, il n'y a donc pas de traçabilité. Quand ils arrivent en première division, on change l'âge. Et dès qu'on a changé l'âge, même si jamais vous étiez enregistré comme un centre de formation, puisque vous n'avez aucune licence, vous n'avez aucun moyen que la reconnaissance faciale pour démontrer que c'était votre joueur. Mais si vous avez la reconnaissance faciale, vous n'êtes pas le père de cet enfant. On est d'accord. Et vous savez que lorsque les capitaux commencent à entrer en jeu, le père peut vous dire que je ne vous connais même pas, qui vous avez même donné mon enfant de le former. Et oui, il vous montre le nouvel acte de naissance comme étant l'acte de son enfant. Vous faites comment? C'est le père de l'enfant ou c'est la mère de l'enfant? Vous faites comment pour démontrer le contraire? Vous dites que non, voici l'acte, la photocopie que l'enfant avait. Mais vous avez même ramassé ça. On peut même vous suivre en justice en ce moment. Donc, première chose, il faut se conformer à la réglementation. Il faut, et vous savez, toutes les sociétés sont organisées. Les hommes ne se réglementent pas tout seuls. Il faut souvent qu'il y ait une sorte de gendarme. Et c'est pour ça que c'est ça qu'on appelle les lois, les règlements, les textes. Et le gendarme, pour contrôler que les textes et les lois et les règlements sont appliqués, c'est la fédération dans le cadre du football. C'est la fédération dans le cadre du football. Donc s'il y a cette rigueur dans le contrôle, si on traque toutes ces personnes-là qui regroupent les enfants à tort et à travers, ou du moins on peut même trouver des moyens de contournement pour accompagner ces petites structures, peut-être qui n'ont pas tous les moyens, peut-être les reconnaître d'une certaine manière et permettre quand même qu'il y ait un certain suivi. Surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même l'ANAFOOT qui est arrivé. La FEGAFOOT peut travailler en partenariat avec l'ANAFOOT pour voir comment aider ces petits centres de formation à la base. Dernièrement, par exemple, le directeur général de l'ANAFOOT m'a accordé une interview où il a émis le vœu de former, par exemple, ces petits centres de formation au système TMS. Parce que c'est à partir de là que vous commencez à avoir une certaine traçabilité. Si les enfants viennent se faire former chez vous et que vous êtes soucieux de les inscrire dans le système TMS, quel que soit où cet enfant part, vous allez avoir la trace et ces indemnités de formation vont vous revenir. Donc voilà par exemple une aubaine que l'ANAFOOT offre à ces centres de formation. La FECAFOOT, en partenariat avec l'ANAFOOT, peuvent travailler parce que l'ANAFOOT est spécialisée dans la formation. Donc, ils peuvent réfléchir à travers un partenariat de voir comment aider ces centres de formation à les reconnaître d'une autre manière parce qu'après tout, on est dans un contexte où on connaît toutes les difficultés. Donc, forcément, tous ces jeunes aussi qui ont quand même le souci
de permettre à des jeunes Camerounais de rêver à avoir un métier comme le football. Mais pas la tolérance administrative à 100%. Non, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que les hommes sont là. C'est-à-dire, vous êtes la FECAFOOT, vous avez des gens qui pensent. C'est-à-dire, dans un système, on pense et on adapte à notre concept. Donc, c'est-à-dire, on part sur la base de ce que le patron sur le plan mondial a édicté comme norme et on essaie de trouver des adaptations chez nous pour permettre à tout le monde de pouvoir trouver son compte d'une manière ou d'une autre. C'est juste des réflexions qui peuvent être menées et des solutions forcément peuvent sortir. Et c'est pour ça que j'ai dit, il y a un véritable levier aujourd'hui qu'est l'ANAFOOT. La FECAFOOT peut travailler en partenariat avec l'ANAFOOT pour justement penser un modèle qui permette à ces petits centres de formation qui n'ont pas des gros moyens de la KSA ou de l'EFPC, mais qui ont quand même cette volonté de transmettre la connaissance. Déjà, il faudrait que la FECAFOOT pense à recycler, par exemple, ces éducateurs-là. Il faudrait qu'on pense à les mettre, du moins, dans une paperasse qui permette au moins que si un enfant a un souci, qu'on sache exactement vers qui se référer. Et à partir de là, maintenant, les former sur ces systèmes de TMS pour permettre que le business du football soit contrôlé depuis la base. Au lieu, on a même le sentiment que c'est fait exprès de ne pas contrôler à la base, et lorsque ça se reverse au niveau d'en haut, donc à partir de la première division, les tripatouages tels qu'on connaît à travers FECAFOOT Academy se mettent en place et on ne sait jamais où l'agent de FECAFOOT Academy va. Alors, l'autre point quand même dans ce courrier adressé aux différentes fédérations membres de la FIFA, le point B, reflété dans le règlement les pratiques établies en matière de transferts internationaux de mineurs. Je crois que ça s'écorce un peu. 2 exceptions non écrites à l'interdiction générale de transférer des joueurs mineurs ont été introduites pour refléter la jurisprudence bien établie de la sous-commission du statut du joueur. Ces exceptions figurent déjà dans le système de régulation des transferts TMS et sont abordées dans le guide des demandes pour mineurs. Il est également dit que la première exception permet l'enregistrement d'un joueur mineur ayant fui son pays d'origine sans ses parents pour des raisons humanitaires, spécifiquement dues au fait que sa vie ou sa liberté était menacée et qu'il a été autorisé à résider au moins temporairement dans son pays d'arrivée. Dans de telles circonstances, le tuteur légal du joueur doit consentir à son enregistrement auprès du nouveau club. On poursuit. Voilà, la deuxième exception permet l'enregistrement d'un mineur dont le séjour temporaire à l'étranger sans ses parents est motivé par des raisons de scolarité. L'enregistrement du joueur auprès du nouveau club jusqu'à son 18e anniversaire ou la fin du programme d'échange ne peut excéder 1 an. Pendant toute la durée du programme, le joueur doit être placé sous la supervision d'une famille d'accueil et hébergé par celle-ci. Les parents du joueur ainsi que ceux de sa famille d'accueil doivent consentir à son enregistrement auprès du nouveau club. Celui-ci doit être exclusivement amateur, c'est-à-dire ne pas posséder d'équipe professionnelle ni aucun lien juridique, financier ou factuel avec un club professionnel. Alors, Jérôme, quelle interprétation est-ce qu'on peut faire justement de cette mesure? Je dis toujours que la FIFA a aussi voulu tout simplement tirer les oreilles pour leur aménager ceux qui étaient dans le sillage du football sans beaucoup d'informations. On sait que la FIFA a aussi fait ça parce qu'on sait que la plupart des grands clubs européens se donnaient cet avantage de venir du côté de l'Afrique ou de l'Amérique latine, prendre les jeunes mineurs, à les protéger dans les centres de formation et quitte plus tard ces mêmes joueurs passer professionnels. Et c'est une formule, c'est une forme de protection pour ces enfants-là. Maintenant, qui t'a dit ce joueur qui a voyagé seul, qui n'a pas eu de parents, qui est arrivé dans un pays d'accueil en qualité de mineur, il est très difficile. Ben, certains en ont bénéficié. On a pris l'exemple de Mario Balotelli qui est arrivé en Italie très jeune et qui en a bénéficié de ces mêmes conditions. Mais je dis, c'est une jurisprudence qui permet à un joueur de regarder sa faille financière au niveau de l'équipe du pays qu'il part. C'est-à-dire que la plupart des gens quittant du Cameroun, Sylvain venait de le dire, sans base, sans licence, sans rien, arrivent peut-être du côté de l'Europe avec un autre âge, fut-il mineur. Maintenant, quels sont les engagements? Reste-t-il dans une équipe amateur, commence à jouer et plus tard les équipes
pas venant forcément de l'Afrique, aussi de l'Amérique latine. Ces équipes se souviennent que ce joueur, nous l'avons formé. Nous demandons des indemnités pour ce même joueur. Et ça permet que ça a été... Bon, je crois que la FIFA vient vraiment mettre au pas beaucoup de choses qui étaient faites dans un état embryonnaire, dans un désordre, qui permet de mettre beaucoup de choses à jour et qui permet à tout un chacun de se retrouver. D'accord. Sylvain, vous voulez Non, réagir? ce que je veux dire, c'est que ce type de réforme doit vous conforter, Lydie Makeda, dans un type de débat spécifique que vous mettez souvent sur la table. Ça veut par exemple dire que la FIFA, peut-être au Cameroun, on fait la sourde oreille, pourtant c'est en interne, mais à l'international, on est très attaché à des débats comme ceux d'Aloïs Fouda, que vous avez posé sur la table dans votre émission il y a quelques mois. Ça veut dire que la FIFA est très à l'écoute et sensible à ce genre de débat. Parce qu'on parle quand même, ça inclut là la responsabilité parentale. C'est-à-dire, je mets mon enfant au monde et demain, vous voyez des individus se battre sur votre enfant. Alors, et vous-même, le parent de l'enfant qui avait tous les droits sur cet enfant parce qu'il n'est pas encore majeur, il n'a pas encore l'âge de décider, vous êtes, quelle est votre place dans cela? Et vous voyez deux personnes se battre dans les tribunaux pour votre enfant. Cette loi remet la responsabilité parentale au centre du débat dans le cas des joueurs mineurs. Parce que ça en était quand même de trop de voir des gens se battre pour des enfants mineurs alors qu'ils ont des parents qui ont encore tous les droits sur eux jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité. Et c'est en ce sens que je salue cette réforme de la FIFA qui remet au centre la responsabilité parentale dans la gestion des joueurs mineurs. Ça va davantage interpeller, que ce soit les centres de formation, que ce soit les clubs qui les emploient, de savoir que si un parent intervient à tout moment, il peut avoir un souci. Il peut avoir un souci, puisque vous ne pouvez pas enregistrer un joueur sans que le parent n'ait donné l'accord, puisque l'enfant est encore mineur. Et la FIFA fait le maximum d'efforts d'appuyer dessus, et ça va forcément interpeller les centres de formation. Ça va que désormais vous blaguez, si un parent s'interpose, vous n'allez plus parler à son enfant ou de son enfant n'importe comment. Et c'est pour ça que je salue. Et vous devez vous sentir la première fière que les débats que vous portez sur ce plateau, l'écho sonne très loin. Et aujourd'hui, on peut aboutir à ce type de réforme qui permettent davantage de protéger les jeunes mineurs dans le football. Donc, et même, vous avez par exemple vu, cela veut dire que même en première division au Cameroun, et regardez un peu comment les Européens font pour contourner. Et c'est pour ça qu'il y a urgence qu'on s'organise. Lorsque ils viennent, vous allez voir tel joueur signe au FC Porto, mais en fait, c'est l'équipe réserve. C'est-à-dire, ils signent des pré-contrats. Mais nous, ici, on applaudit, on pense qu'il en fait professionnel. Pourtant, quand il rentre, on le fait encore souvent passer, on lui fait autant pour moi, passer 1 ou 2 ans dans les catégories inférieures avant de le projeter à l'équipe première. Or, ici, chez nous, vous voyez un enfant sortissant de formation rapidement jouer. Donc, si ces mesures sont appliquées, même ici chez nous, on va faire un peu plus attention dans le traitement des joueurs mineurs. Vous voyez souvent des clubs suspendus parce qu'ils ont enregistré des joueurs mineurs directement en équipe première au lieu de le faire passer par les catégories inférieures directement. Donc, ces mesures visent davantage à protéger les joueurs, surtout mineurs, et à imposer même une certaine organisation autour du transfert de ces enfants et à davantage permettre que chaque partie puisse, si toutes les parties sont mieux organisées, à bénéficier d'un produit qui est désormais vendable. Ernest Mabouka. Oui, je voulais ajouter quelque chose là, parce que ça là, ce que dit la FIFA là m'incombe, parce que je me souviens dans les années 80, j'ai mon neveu que tout le monde connaît, je crois que Sylvain le connaît très bien. Très bon joueur de football, latéral gauche, Didier Mbenji. Il est parti jouer un tournoi à Montaigu, il était le meilleur à Montaigu. Bordeaux, Nîmes, tout le monde. Son manager était Roger Bouli, que vous avez connu, un très grand joueur.
Qu'est-ce qui fait en sorte que mon petit-neveu se retrouve au Cameroun? C'est ce tripatouillage que nous avons aussi dans notre pays. Et je vais vous dire quelque chose, d'autres connaissent. D'autres Camerounais qui travaillent dans des organisations, dans des académies, connaissent ces histoires-là. Mais pour eux, pour qu'ils gagnent, il faudrait mieux que ça entre dans leur poche. Et ces grandes personnes aujourd'hui qui sont dans le football jeune connaissent tout ça. Mais comme on veut être malin, aujourd'hui la FIFA alors a sorti la grande carte. Parce qu'en Europe, tout ça existe depuis des années. Il ne s'agit pas d'être malin, ils refusent d'éduquer ceux qui ne sont pas instruits. Voilà. Maintenant, quand un monsieur comme moi, ça veut dire que monsieur Mabouka vient parler de ce genre de choses dans la télé, on trouve que moi, je cogne fort sur eux. Et je ne veux pas faire qu'ils aient de l'argent. Et voilà ça aujourd'hui qui retombe. Parce que le jeune joueur qui est Didier Benji, après avoir participé partout, il a pu jouer en Afrique du Sud. Après avoir joué dans la Dynamo de Douala, il est parti en Afrique du Sud. Il a été libéré par le club de la Dynamo de Douala. Et il a été libéré avec un CIT par la Fédération camerounaise de football. Il a joué dans Bloemfontein Celtic. Et qu'est-ce que Dynamo après a eu comme argent? Rien. Parce que quelque part, ceux qui travaillaient dans l'organisation, ceux qui travaillaient dans le bureau d'une équipe comme la Dynamo de Douala, n'avaient pas des gens professionnels, n'avaient pas des gens de métier, n'avaient pas des gens qui peuvent ne serait-ce que savoir. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont involvés dans le football camerounais qui ne connaissent pas les règlements. Ce genre de choses, vous lui donnez ça, il ne va pas passer le temps à lire ça. Il va faire à sa manière. Donc aujourd'hui, il faudrait que ça soit comme un livre. Moi, je vais vous donner un exemple. Tout ce que la FIFA nous donne nous informe. Tout ce que la FIFA nous donne plus de clairvoyance. Et il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas l'accent à pouvoir lire chaque article, à pouvoir comprendre les contours et les pourtours de tout ce que la FIFA a écrit. Aujourd'hui, nous allons voir que le débat que nous sommes en train de débattre ici, quelqu'un prendra le coup de fil, le téléphone après avoir vu l'émission. Il dit, monsieur Mabouka, pourquoi vous dites ça? Mais il ne comprend pas que je suis en train de les protéger, je suis en train de les informer par rapport à comment ils doivent organiser leur activité, leur équipe. Le règlement, il est là. Hein, donc, voilà. Dans le 1er mars, je voulais ajouter quelque chose. Au cas où les gens ne voulaient pas prendre la peine de lire, qu'ils se rapprochent auprès d'un conseil juridique qui pourra les permettre de lire et de maîtriser les tests. Voilà, parce qu'il ne suffit pas d'être président, il ne suffit pas d'être vice, il ne suffit pas d'être machin. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas. Beaucoup de présidents des clubs ont perdu de l'argent parce qu'ils ne comprennent pas le début et la fin. On a un joueur de la Dynamo qui est professionnel, ça suffit pour la Dynamo, mais ils ne savent pas qu'en retour, le club devait bénéficier des indemnités de transfert. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans le football, mais qui ne comprennent pas le fond du problème dans le du football. Donc ils sont là et après ils vont dire, moi j'ai jeté tout mon argent dans le football. En réalité, sans comprendre. Mais c'est aussi important quand même qu'au niveau de la fédération, qu'on soit imprégné. Qu'on instruit, qu'on éduque les cadres de football, tout de même comme on attribue aux responsables, aux entraîneurs, les licences CAF, qu'on fasse des séminaires, mais c'est resté régionaux pour certaines personnes, afin de les édifier l'importance ou alors sur certains tests. Y compris aussi les agents de joueurs. Voilà, et tout cela. Je dis, pour rendre tout ça professionnel, pour faire asseoir le football professionnel au Cameroun, il faudra mettre dans un panier les connaissances, les agents, les entraîneurs. Je vous prends un exemple. Lorsqu'on va loin dans ces réformes, on vous dit par exemple, dans le cadre du statut du joueur, on vous dit par exemple que un joueur aujourd'hui qui est engagé dans un club, un exemple, à 2 mois de loyer impayé. Je pense que la FIFA a même réduit à 1 mois. 2 mois de salaire. Voilà, 2 mois de salaire. Impayé. Je crois qu'ils ont réduit tout récemment, 1 mois. Donc, prenons le minimum. À 2 mois de salaire impayé, il suffit que le joueur demande à sa fédération la libération. On le libère dans le système TMS tout de suite. Mais regardez tous les litiges qu'on a, avec tout le gros débat qu'on porte sur les salaires impayés. Mais la fédération continue quand même à réaliser l'exploit de ne pas libérer les joueurs sur demande quand on se retrouve face à des joueurs qui ont passé toute une saison, par exemple, et qui n'ont même pas eu le moindre salaire. Il faudra que tu dises, est-ce qu'à la fédération, il y a aussi assez d'ignorants pour une interrogation? Non, ce n'est pas de l'ignorance, c'est justement cette mafia qui s'organise et qui fait tout pour contrôler ses rentes au détriment de ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour suivre leur dossier, comme ça a été le cas
pour ceux qui sont allés loin à la FIFA et qui ont même fait suspendre des clubs. Alors, pour évoluer un peu, au niveau du point C, qui concerne l'enregistrement provisoire des joueurs, normalisation de la procédure, donc il est dit que les dispositions concernant l'enregistrement provisoire des joueurs, dans les cas où un certificat international de transfert CIT n'est pas soumis par l'ancienne association, ont été donc amendés pour optimiser la procédure tout en garantissant le droit des parties d'être entendues. L'ancienne association aura donc 7 jours à compter de la demande de CIT pour consulter son club affilié sur la situation contractuelle d'un joueur et alors décider de le refuser ou de l'émettre. Et en l'absence de réponse de l'ancienne association, la nouvelle association sera autorisée à procéder immédiatement à l'enregistrement provisoire du joueur. L'actuel délai de 15 jours passe donc à 7 jours. Et si l'ancienne association rejette la demande de CIT et sous réserve de la requête explicite de la nouvelle association, la FIFA peut dorénavant décider immédiatement d'autoriser l'enregistrement provisoire, mesure provisionnelle du joueur auprès du nouveau club. La FIFA prendra donc en considération les arguments de l'ancienne association que celle-ci doit soumettre dans TMS au moment de justifier son rejet du CIT. Et l'ancienne association ne sera pas autorisée à effectuer d'autres soumissions avant la décision de la FIFA. Un joueur faisant l'objet d'un enregistrement provisoire sera immédiatement éligible pour participer à un match officiel avec son nouveau club. Alors là, c'est-à-dire quand vous avez fini de lire cela, il n'y a plus rien à dire. Il y a davantage d'assaut. Beaucoup de joueurs ont vu leur carrière brisée. Ça. Je dis beaucoup de joueurs. J'en connais des tonnes, rien qu'ici au Cameroun. Je ne veux pas commencer à citer. Mon cas. Beaucoup de joueurs ont vu leur carrière brisée à cause de cette situation. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas payé un joueur, souvent il reste même au quartier, mais demain, un agent le récupère et veut le transférer. Vous voyez un monsieur qui se lève et va voir ses amis à l'Africa Foot et dit bloquez-moi le CIT. Exactement. Et c'est fini pour le joueur. Aujourd'hui, on vous démontre que pour que vous bloquez le CIT d'un joueur, s'il n'y a pas une raison valable, d'ailleurs, il faudra désormais écouter toutes les parties. C'est-à-dire, on écoute le joueur, on écoute le club, et si la raison n'est pas valable, on libère le joueur, on autorise le joueur à faire ce qu'il a à faire. Si, honnêtement, cela est véritablement appliqué, encore qu'au Cameroun, on va tout chercher à jongler, mais si vous avez un agent qui maîtrise ce système-là, les présidents de club ne doivent plus s'amuser n'importe comment avec la carrière des joueurs. Et ça va éviter qu'un joueur se retrouve avec une carrière brisée, alors que, parce qu'un président dort chez lui, et il pense qu'il est le maître du monde parce qu'il a des amitiés à l'Africa Foot. Alors, Jérôme, vous êtes agent de joueur, vous avez parfois eu affaire à des cas pareils? Pas un cas, pas deux, pas trois cas. Je crois que ce nouvel amendement vient tout simplement donner un coup de pouce aux joueurs qui viennent du côté de l'Afrique subsaharienne et du côté de l'Amérique latine. Vous savez, Ernest venait de le dire, la plupart des présidents de clubs ont fauché ou alors ont évité l'évolution des footballeurs. Or, ils ignorent une chose. Plus le joueur est transféré, plus la fédération de ce pays bénéficie, plus le président du club reçoit sa rente. Donc je dis, vous avez formé un joueur, la blessure l'a éloigné des terrains, quelqu'un au quartier s'est battu pour essayer de le réanimer, de le réactiver, de le relancer dans le football. Et il s'est engagé peut-être derrière un entraîneur qui l'affûte, qui le travaille. Aussitôt que le joueur, ok, il est prêt, regardons, il a un bon profil, il est prêt, il peut jouer du côté de l'Asie, il peut jouer du côté du Moyen-Orient, il peut jouer en Algérie. Au Maghreb, je voudrais dire. Aussitôt que vous voulez transférer le joueur, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, son ancien club, c'est là, par exemple, je ne voudrais pas dire Dynamo, on prend le cas par exemple d'Oris, on dit bon, il faudrait que le président essaie de lui donner une libération. Mais non, comment est-ce que le joueur a fait pour arriver là-bas, etc. Ça commence à être une chaîne, une bagarre, une bataille, etc. etc. Or, on ne sait même pas, le président qui dort sur ses lauriers ne sait même pas comment le joueur a pu prendre son vol pour se retrouver de l'autre côté. Maintenant, ça fait que la fédération ne peut pas l'envoyer son certificat de transfert international, etc., etc. Le joueur reste bloqué. Il ne veut pas. Le joueur en lui-même aussi ne veut plus rentrer au pays. Ça fait que le joueur reste comme clandestin ailleurs. Et
il ne joue pas, il reste erré dans les airs, il ne peut pas jouer parce qu'on ne peut pas lui donner son certificat de transfert international. Ça devient tellement compliqué. Et puis vous vous fatiguez, vous dites, bah, d'accord, si tu décides rentrer, il faut qu'on rentre au pays. Si tu décides rester, ok, tu fais autre chose. Et puis il est égaré et ça fait que la chaîne, vous avez transféré un joueur, vous êtes argent, vous avez pris un joueur du Cameroun pour par exemple, je veux dire les Balkans. Vous l'avez hébergé, vous l'avez fait tout, vous avez perdu de cet argent. L'argent qui devait, à partir de son contrat, que vous devez récupérer, vous l'avez perdu. La fédération camerounaise perd, le club où ils sont perd. Et à cause que les litiges, les que les gens n'arrivent pas à simplement se contenter de ça et autres. Donc ça fait que ça a généré beaucoup de choses. Je dis merci à la FIFA. Il faudra maintenant qu'on rééduque beaucoup de gens parce que ce débat ne suffit pas, il faudra rééduquer ceux qui sont en charge des acteurs qu'on appelle les footballeurs, qu'ils savent exactement à quel moment ils peuvent. Et alors, comme dans toutes des équipes professionnelles, que chaque club se rapproche auprès d'un conseil juridique, qu'ils savent qu'à tel moment où le jeu veut sortir, voilà, aller discuter avec un tel pour faire X ou Y, pour que ce soit plus facile. Ernest Mabouka, vous souhaitez réagir sur cette autre disposition? Oui, je crois que ce cas-ci me touche personnellement, parce que après avoir joué la finale à la Coupe du Cameroun en 98, 99, nous avons joué la saison 99, nous avons joué la Champions League, la Coupe des Coupes, vainqueur de Coupe contre des clubs tunisiens. Et bien après, j'avais joué 2 matchs de championnat où les dirigeants avaient écrit des lettres à la radio comme j'étais suspendu par rapport à un match contre le Tonnerre et tout. La chance m'a souri, je suis parti dans Primero d'Agosto. Beaucoup ne le savent pas. Et j'avais eu la chance de faire un pré-contrat avec Primero d'Agosto où j'ai gagné beaucoup d'argent. Et on avait le président, le général de forces armées angolais, avait même appelé le président de Dynamo, je ne vais pas citer son nom parce que s'il cite le nom, c'est comme si je me focalisais sur lui. Pour les demander le CIT. J'ai été bloqué au Cameroun. J'ai eu l'hypotension à la mort. Dieu seul sait, je suis resté vivant. La personne qui m'avait sauvé, je vais le dire ici aujourd'hui à la télé, c'est M. Miko. Je suis arrivé, rentré au Cameroun, je ne pouvais pas m'entraîner dans la Dynamo. Je me suis mis à entraîner avec Océan de Kribi. Pour ne serait-ce que rentrer bien après ma libération dans le CIT, je vais rentrer parce que le président, le club allait jouer contre une équipe de Guinée équatoriale en Champions League. Nous, après les tests, tout était bien. Je me souviens, je vous demandais en Gambie, s'il voit l'émission, il va vous dire la même chose. On est rentré de l'Angola, on nous a dit, vous allez prendre chacun $3 000 pour votre argent de poche. Ça, c'est l'argent de poche. Allez dire au revoir à votre famille. Dès que nous rentrons du match retour, vous allez venir. Nous, on va déjà discuter avec votre président. Monsieur Lima, qui va voir l'émission ce soir, c'est mon témoin. Je suis arrivé au Cameroun, je lui ai dit qu'on appelle le président de Dynamo. Il ne veut pas me libérer. Et monsieur Lima, quel conseil vous me donnerez? Il m'a dit que ton contrat finit jusqu'à quand? Je dis en juin. Nous sommes en mai. Je lui ai dit, est-ce que j'ai été payé dans cette équipe? Non. Pourquoi les gens sont méchants? Il faudrait qu'ils prennent l'argent qu'on doit leur donner par rapport à ma libération. Je n'ai jamais été libéré, j'avais eu l'hypotension. Et je suis arrivé chez M. Minko. On causait, je suis tombé. Ce monsieur a payé 280 000 anda Djabi ici, là, Bissenge, pour que je me soigne. Aujourd'hui, quand les gens me voient, quand je vois cet article, je vous dis que nous sommes nombreux. Si je mourais le jour-là, et personne ne pouvait savoir que c'est à cause du CIT et parce que j'avais fait un test concluant. Partant de là, je pars, je m'en vais à Yaoundé dans une équipe, je m'entraîne, personne ne connaît. Et vous demandez à la Fédération camerounaise de football, est-ce que M. Mabouka a joué dans Danang Football Club? Personne ne connaît si j'avais joué dans Danang Football Club. J'ai un contrat avec Danang dans le championnat de première division au Vietnam. J'ai joué des matchs, j'ai sauvé l'équipe. C'est de battant de Danang que je pars en Australie. Personne ne connaît ça au Cameroun parce que j'ai été libéré quittant du Cameroun. Je ne sais pas par quel miracle je suis arrivé à Danang le même jour, j'ai joué le même soir un match de championnat. On avait gagné 4 buts à 1.
Donc, c'est autant de choses que ce que nous voyons aujourd'hui, ça appelle... Il y a une véritable révolution. Voilà, il faudrait que les présidents de club comprennent qu'il faudrait que ce n'est pas seulement en donnant des primes de match, des primes d'entraînement, taper sur les ballons qui est une équipe de football. C'est toute une machine. C'est d'employer des gens qui sont responsables, qui connaissent les lois et pouvoir gérer tous ces TMS. Vous comprenez un peu? Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait que tous les clubs camerounais puissent ne serait-ce que s'arrimer par rapport au TMS. C'est pas seulement de former les gens et les faire comprendre, mais c'est d'appliquer et de pouvoir garder les acteurs qui sont des joueurs de football à pouvoir ne serait-ce qu'être bien lotis. Parce que quand vous regardez aujourd'hui un joueur qui joue dans le championnat jeune en Afrique du Sud, il gagne 5 millions. Un joueur qui joue dans le championnat jeune, ça veut dire que l'équipe réserve de Kaizer Chiefs ou Mamelodi Sundowns est dans les 5 millions de francs CFA salaire. On se pose des questions comme, mais pourquoi pas? Il ne faudrait pas seulement que c'est le gouvernement qui essaie de réfléchir comment s'autofinancer, comment financer le championnat professionnel, mais il faudrait que les clubs puissent ne serait-ce que voir comment ils vont s'autofinancer en utilisant ces TMS dans le bon et du fond. Voilà, il nous reste à peine quelques minutes. On va vous donner rapidement d'autres aspects de ce courrier. Sur la gestion des exceptions de validation dans TMS, la FIFA dit, afin de se doter d'une procédure uniforme pour traiter les exceptions de validation, bloquant les transferts internationaux dans TMS, notamment lorsque la demande de CIT est soumise en dehors d'une période d'enregistrement ou est rejetée. Toutes les demandes nécessitant l'intervention de la FIFA pour résoudre une exception de validation seront dorénavant exclusivement traitées dans TMS. Au point E, concernant les transferts relais, la notion de transfert relais a été précisément définie et le règlement interdit dorénavant explicitement d'avoir recours à ces pratiques illicites. Cela vise à s'assurer que le transfert est un dessein légitime et qu'il n'ait pas vocation à contourner de manière illicite la réglementation de la FIFA et les lois applicables. Et pour rendre cette interdiction aussi efficace que possible, un renversement de la charge de la preuve a été intégré. Les parties sont présumées avoir été impliquées dans un transfert relais si deux transferts consécutifs d'un même joueur interviennent dans une période de 16 semaines. Et cette présomption peut être infirmée en apportant la preuve du contraire. Voilà, l'ensemble des amendements entreront en vigueur le 1er mars 2020. Voilà, on parle de notre point, le point A, qui va donc entrer en vigueur le 1er juillet. Le point A qui concernait l'application du mécanisme de solidarité aux transferts nationaux ayant une portée internationale et deux clarifications concernant l'indemnité de formation. Voilà, la FIFA qui dit aux fédérations de prendre acte de ces informations et de les transmettre aux clubs affiliés. Effectivement. Je vous prends un exemple, surtout cette dernière partie sur les transferts relais. Ouais. Je vous prends un exemple. Tout récemment, il y a eu un petit litige entre APGS et UMS. C'était un peu dans ce sens. C'est-à-dire, vous êtes à la veille de l'enregistrement de vos joueurs pour la CAF et vous venez voir votre collègue président, vous dites, mon frère, pardon, donne-moi deux de tes joueurs là. Je n'ai pas d'argent maintenant, mais la bonne foi, il libère dans le système. Et vous partez, vous utilisez les joueurs, vous ne voulez plus remettre. Normalement, dans une fédération sérieuse, si dans les jours à venir, APGS se plaint, il faudrait qu'il y ait une trace de finances qui a été faite entre les deux. Auquel cas, on rebloque le TMS des gars et on renvoie ça à APGS. C'est-à-dire, et c'est pour ça que la FIFA, parce que la FIFA ne veut pas que une seule partie dans la chaîne se sente lésée. Ouais. On voudrait que tous les acteurs qui participent au foot business, que chaque partie puisse avoir son gain, parce que c'est cela qui vous permet de rester périn dans votre business. C'est de ça dont il est question. Et je pense que la FIFA fait sa part, aux fédérations de faire leur part, tout en protégeant leurs affiliés pour que chacun puisse avoir
ça ne coûte pas et pouvoir faire tourner son business. La FIFA quand même qui rappelle qu'un joueur peut être enregistré auprès de 3 clubs au maximum au cours d'une même saison, et durant cette période, le joueur ne peut être qualifié pour jouer en match officiel que pour 2 clubs. À titre dérogatoire, un joueur transféré d'un club à un autre appartenant à des associations dont les saisons respectives se chevauchent peut être qualifié pour jouer en match officiel pour un 3e club durant la saison en question, sous réserve qu'il se soit pleinement acquitté de ses obligations contractuelles à l'égard de ses précédents clubs. De même, les dispositions relatives aux périodes d'enregistrement à l'article 6 et à la durée minimale d'un contrat, article 18 alinéa 2, doivent être respectées. Voilà, oui, Ernest Mabouka. Je crois que quand on lit ça, ça veut dire qu'il faudrait que, moi je dis, il faudrait que le président du club se forme. Moi je veux lui dire pourquoi. Parce que quand vous dites à un président de club qu'il y a des choses, il y a des manquements, vous ne connaissez pas tout, vous ne pouvez pas maîtriser tout dans le ballon. Il vous dit carrément que non, tout ça c'est rien, on lit ça, ça peut se passer. Je vais vous dire, tout ce que la FIFA a écrit là est correct et juste. Parce que vous allez voir, je prends juste ce que vous venez de lire là aujourd'hui. Comment ça peut se passer? Un joueur qui joue en ligue départementale peut être transférable en ligue régionale. Ligue régionale peut-être jouant, ça ne se joue pas au même moment, pas dans les mêmes dates, mais arrive à jouer jusqu'en 2e division régionale ou bien professionnelle ou première division professionnelle. Voilà donc le cas. Et là maintenant on parle des contrats. Ce que moi je vais dire, c'est qu'il faudrait que, comme a dit Sylvain, parce qu'on sait que les gens sont à la FECAFOOT, ils travaillent. On sait que les gens, quand ils sortent un règlement et un statut qu'ils donnent dans les clubs, il faudrait que ces clubs le font comme la fédération leur avait demandé. Je vais vous dire quelque chose. Aucun joueur camerounais, aucun entraîneur camerounais peut te montrer son contrat. Ils sont rares. Et vous allez trouver des présidents de clubs parce qu'ils sont en train de visser par rapport à ça, pour qu'on ne les poursuive pas en justice demain. Ils disent qu'il faudrait que, à toute fois que le contrat est signé, il faudrait que ça rentre à la fédération. Pourquoi ne pas donner les photocopies à cette personne, ce joueur ou cet entraîneur qui a signé le contrat avec le club? Ça veut dire que donner d'abord les premières photocopies et en attendant le contrat légalisé par la FECAFOOT, parce qu'il faudrait que le visé par la FECAFOOT, parce qu'il faudrait que c'est la FECAFOOT qui visait tous les contrats avant qu'on vous remette la copie. Comment se fait-il que moi, en tant que professionnel, je l'ai fait à l'étranger, je l'ai eu à l'étranger, je viens dans mon pays, je veux dire à un président de club, il me dit que toi tu penses à quoi? Tu ne peux rien. Ce qu'on fait au Cameroun est autrement. Alors c'est là où je dis qu'il faudrait que ces présidents de club puissent ne serait-ce que se former, qui se forment à comprendre le système TMS. Ce n'est pas seulement de mettre l'ordinateur, te montrer comment on va faire le transfert ici à l'intérieur, mais comment le chevauchement de pouvoir ne serait-ce que satisfaire l'acteur qui joue chez toi, qui ne soit pas en doute, qui ne tombe pas en hypotension comme je l'ai eu, et qui se disent carrément que je suis en train de jouer le ballon, je suis protégé. Parce que c'est ça l'essentiel. Pour qu'un joueur soit protégé, parce que là, il y a même l'article qui est sorti, je crois que vous n'avez pas encore vu ça, par rapport au non-paiement des contrats des joueurs. Ça vient de sortir et la FIFA a dit ils vont payer toutes les indemnités à tous ces joueurs qui sont professionnels dans le championnat reconnu. Et là maintenant, la sanction que le club aura, on va arriver, quand vous allez faire un débat sur ça, c'est là où vous allez comprendre que la FIFA est en train de protéger tout le monde. Ces acteurs, il est en train de les protéger. Oui, c'est les 1 mois qu'on a donné, et les 2 mois qu'on a donné, on a 1 mois. Maintenant, il faudrait que chaque club qui est ces 10 professionnels doit payer ses joueurs. Au cas où il ne paye pas ses joueurs, la FIFA va payer ses joueurs, mais il y aura une sanction dure par rapport à ces clubs. Donc il faudrait donc que tout le monde puisse ne serait-ce que être formé. Cet aménagement vient aussi un tout petit peu soulager les joueurs africains qui allaient dans les championnats européens, parce qu'on sait que ça c'était pas facile pour eux de ce côté-là. Nous qui les transportons de temps en temps pour les proposer des clubs européens. Mais il faudrait aussi dire que il y a des clubs, il y a des pays où on vous exige simplement à signer un contrat que vous ne pouvez pas lire en langue de ce pays-là, où vous ne connaissez pas le début ou alors à la fin, et puis après on vous dit vous avez signé 4 ans, au moment où le salaire ne passe pas, vous grèvez, vous allez à côté, et on dit non, vous êtes encore ici pour une durée, telle période, etc., etc. Donc je crois que la FIFA vient tout simplement satisfaire ou alors enlever les déchets
ceux qui n'entendaient pas l'intérêt du football et du footballeur, et tout simplement de donner la voix à tous ceux qui sont dans ce métier-là, que chacun puisse être satisfait et que chacun puisse être à l'aise dans sa finalité. Oui, peut-être Sylvain, pour terminer aussi sur l'appréciation globale par rapport à ces nouvelles réformes. Non, je pense que à chaque fois qu'on parle de réforme, ça veut dire qu'on a trouvé quelques insuffisances et qu'il faut apporter des... Parce qu'après, les choses évoluent et les choses ne restent pas statiques comme on a souvent l'habitude de vouloir être ici chez nous. Voilà, donc il faut simplement s'arrimer en attendant de trouver d'autres insuffisances à ces nouvelles réformes qui seront évoquées plus tard dans d'autres débats. Donc maintenant, je pense qu'il y a un cadre réglementaire qui a été édicté par la FIFA aux associations de s'en servir, de restructurer à la base parce que cela y va du foot business. Et si vous voulez véritablement vous lancer dans le foot business, vous voulez avoir un foot dynamique, il faut absolument passer par, par la maîtrise de cette réglementation-là et par une véritable volonté de vouloir voir tout le monde gagner dans la chaîne. Parce qu'on a le sentiment à un moment qu'au Cameroun, on fait l'effort de couper la chaîne et de le ressouder juste à un certain palier où certains amis s'arrogent tous les droits et s'en foutent pas mal de ceux qui souffrent au quotidien à réunir les enfants, à organiser souvent des tournois. Donc, c'est des textes qui... Et ce que je veux aussi dire, c'est que ces acteurs principaux, les joueurs, doivent être aussi être au courant de ça, parce que vous voyez souvent des joueurs venir se plaindre, s'il te plaît, fais-moi un article pour dire que tel président ne m'a pas payé. Or, un joueur oublie qu'aujourd'hui, avec cela, mieux il maîtrise cela, mieux il ne peut pas se faire chiffonner par un président. Parce que si vous partez, vous écrivez à la FIFA, vous avez 2 mois d'impayés, la FIFA ne va même pas réfléchir pour sanctionner le club. Donc, au club de faire très attention, aux acteurs d'être également sensibilisés et de maîtriser, à défaut, s'attacher d'un conseil qui peut les aider dans ces détails. Et je puis vous dire, la FIFA est très sensible à ceux qui n'ont pas de moyens et qui viennent se plaindre. Parce qu'on pense souvent qu'aller se plaindre à la FIFA, c'est la différence entre les instances internationales et nos fédérations ici, c'est que lorsque vous écrivez à leur adresse, vous avez une réponse. Ils vous répondent. Vous pouvez écrire à l'adresse de la FECAFOOT 10 ans. Je ne sais même pas si souvent on regarde même la boîte. Donc, il suffit simplement que vous avez l'adresse. Vous avez des éléments qui puissent démontrer que vous avez tel problème. Vous écrivez à la FIFA et ils sont prêts à appliquer ce règlement pour vous venir en aide. Encore que pour les joueurs, par exemple, il y a encore le SINAFOC qui peuvent les accompagner dans ces litiges-là. En quelques secondes, je dis, Sylvain vient de prendre ça dans ma bouche, le SINAFOC est là. Il faudrait que tout le monde puisse ne serait-ce qu'aller s'enregistrer là-bas. Et là, c'est parce que quelque part, quand vous voyez les réformes, quand vous allez débattre par rapport à ça, vous allez voir que la main de Jérémy est tapée au-dessus. Et c'est pour cela que ces joueurs seront payés. Tous ces joueurs qui seront enregistrés au SINAFOC et que les clubs camerounais n'ont pas payé, quand l'article va entrer en vigueur, c'est fini. À partir du 1er, et donc, il y aura beaucoup de clubs qu'on va retrouver dans la Ligue régionale. Voilà. Merci, Ernest Mabouka, Sylvain Kwambi, Jérôme Bango. Merci à toute l'équipe technique avec notamment Emmanuel Chibui qui a assuré la réalisation ce soir. Merci à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.